Il était une fois un récit poignant à Paris, où les cœurs étaient aussi compliqués que les rues pavées, et où la richesse ne pouvait pas acheter le bonheur ni la compassion. Personne ne voulait s'occuper du riche homme malade jusqu'à ce que l'aide à domicile et ses enfants ne frappent à sa porte. Alexandre Dubois avait 38 ans lorsque sa vie fut brisée en deux. Avant l'accident, c'était un homme qui ignorait la défaite. Propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de BTP de Paris, habitué à conclure des transactions millionnaires en un seul appel, toujours impeccablement vêtu et avec ce sourire confiant qui inspirait la confiance, même à ceux qui le connaissaient à peine. Il vivait dans une vaste demeure à Neuilly-sur-Seine, avec de larges baies vitrées, laissant entrer la lumière de l'après-midi et un jardin digne d'un magazine. Il avait des amis, des associés, des fêtes, des voyages constants et un agenda rempli jusqu'à la dernière minute. Personne n'imaginait qu'en une seule nuit, tout cela allait s'arrêter. C'était un vendredi, après un dîner avec des investisseurs. Alexandre décida de conduire lui-même son SUV, bien qu'il ait bu quelques verres. Il n'était pas ivre. Il le répéta 1000 fois après, mais il était confiant, trop confiant. Il pleuvait fort, et la route était glissante. Il reçut un appel en conduisant. C'était sa sœur cadette, Marianne, qui voulait parler d'une affaire familiale. Alexandre répondit sans réfléchir. En une seconde, les phares d'un poids lourd apparurent devant lui. Il tenta de tourner le volant, mais les pneus ne répondirent pas. Le choc fut sec, brutal. Le son du métal se tordant resta gravé dans l'esprit de ceux qui arrivèrent les premiers sur les lieux. Quand il se réveilla à l'hôpital, il ne comprenait pas pourquoi il ne sentait plus ses jambes. Il tenta de bouger, mais son corps ne répondit pas. Il vit les visages tendus des médecins et sut que quelque chose n'allait pas du tout. Les semaines suivantes furent un mélange de chirurgie, de douleurs et de nouvelles tombant comme des pierres. Lésions de la moelle épinière, dommages irréversibles, probabilité minimale de remarcher un jour. Alexandre ne pleura pas quand on le lui dit. Il resta juste à fixer le plafond blanc de l'hôpital, comme s'il attendait que quelqu'un dise que tout était une erreur, mais personne ne le dit. Quand il rentra enfin chez lui, ce n'était plus le même homme qui était parti cette nuit-là. Le fauteuil roulant devint une partie de sa routine. Au début, il tenta de garder le contrôle de l'entreprise depuis son bureau à domicile, mais son caractère changea. Il devint impatient, explosif. Le moindre détail le dérangeait. Si le café n'était pas assez chaud, il criait. Si le chauffeur arrivait 5 minutes en retard, il le renvoyait. Les infirmières que la famille engageait ne restaient pas plus de quelques jours. Certaines partaient en pleurant, d'autres ne revenaient tout simplement pas après le premier quart de travail. Alexandre rejetait l'aide, lançait des commentaires blessants, fermait la porte de son bureau pendant des heures. Ses anciens amis cessèrent de lui rendre visite. Au début, il venait chaque semaine, puis chaque mois, jusqu'à ce qu'il ne vienne plus. Les réceptions à la maison se terminèrent. Le jardin restait vert, mais personne n'en profitait plus. Marianne tenta de se rapprocher de lui, mais Alexandre la blâmait en silence pour cet appel qu'il avait reçu quelques secondes avant l'accident. Il ne le lui dit jamais directement, mais son regard froid suffisait à ce qu'elle comprenne. L'entreprise commença à ressentir son absence. Bien qu'il en fût toujours le propriétaire, il délégua de nombreuses décisions à son beau-frère Richard, qui se proposa d'aider pendant sa convalescence. Alexandre accepta, n'ayant pas l'énergie de discuter. Chaque jour ressemblait au précédent. Se réveiller, regarder le plafond, entendre le bruit lointain de la ville et ressentir une rage qu'il ne savait où exprimer. Il détestait dépendre des autres pour s'habiller, pour se déplacer, pour quelque chose d'aussi simple que de descendre au jardin. Il détestait voir son reflet assis, immobile. La physiothérapie était un autre supplice. Les médecins insistaient pour qu'il essaie, mais il répondait avec sarcasme et abandonnait les séances prématurément. Peu à peu, il cessa d'essayer. Il se convainquit que c'était sa nouvelle vie et que rien ne la changerait. La presse, qui le recherchait autrefois pour des interviews d'affaires, publiait désormais de brèves notes sur l'entrepreneur paralysé. Certains parlaient de tragédie, d'autres de leçons de vie. Alexandre ne lisait rien. Il fit retirer les miroirs de sa salle de sport à domicile, car il ne supportait pas de s'y voir. Immobile là où il s'entraînait tous les matins, les nuits étaient pires. Le silence devenait lourd, et les souvenirs de l'accident revenaient avec force. Le bruit du camion, le choc, l'odeur d'essence. Il se réveillait en sueur, le cœur battant. Mais le lendemain, il remettait son masque d'homme fort qui n'a besoin de personne. Au fil des mois, son caractère devint son pire ennemi. Les employés marchaient prudemment lorsqu'ils étaient près de lui. Personne ne savait quelle version d'Alexandre ils allaient rencontrer. Il pouvait rester silencieux pendant des heures et soudainement exploser pour un rien.
La grande maison commença à se sentir vide, comme si les murs gardaient l'écho de ce qu'il avait été et ne l'était plus. 2 ans après l'accident, Alexandre sortait à peine de sa propriété, rejetait les invitations, ignorait les appels, vivait enfermé dans une routine grise, avait de l'argent à revendre, mais ne trouvait de sens à rien. La seule chose qui semblait le maintenir en mouvement était l'orgueil. Il ne voulait pas que quiconque le voie faible. Il ne voulait pas de compassion, il préférait être perçu comme un homme difficile, plutôt que comme quelqu'un de brisé. Cependant, au fond, il y avait des moments où la solitude lui pesait plus que le fauteuil roulant. Des moments où il regardait par la fenêtre et voyait les enfants du voisinage jouer dans la rue, courir sans penser à rien, et ressentait un vide qu'il ne savait comment combler. Mais au lieu de l'admettre, il fermait les rideaux et demandait à ne pas être dérangé. Ainsi vivait Alexandre Dubois, piégé dans sa propre maison, avec une fortune intacte et un cœur rempli de colère, sans imaginer que très bientôt quelqu'un frapperait à sa porte et changerait le cours de tout ce qu'il croyait perdu. Ce matin-là, la maison d'Alexandre était plus silencieuse que d'habitude. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis que la dernière infirmière était partie en pleurant après qu'il l'ait réprimandée pour avoir déplacé un tableau. Marianne était désespérée. Elle avait appelé plusieurs agences, mais quand elles entendaient le nom d'Alexandre Dubois et l'adresse à Neuilly-sur-Seine, beaucoup de gens refusaient le travail sans hésiter. La réputation d'homme insupportable s'était déjà répandue dans toute la ville. Pendant ce temps, dans un quartier beaucoup plus modeste de l'autre côté de Paris, Lucie Martine finissait de coiffer sa fille Zoé devant un petit miroir à un coin cassé. Elle avait 30 ans, les cheveux attachés en une simple queue de cheval et des cernes qu'elle ne parvenait pas à cacher. Son fils Thomas était déjà assis à table, attendant son petit déjeuner. Lucie vérifia son portable pour la 5e fois. Elle avait envoyé sa candidature pour le poste d'aide à domicile sans grand espoir. Elle travaillait comme nounou à l'heure, faisait le ménage quand il y avait de quoi, mais ce n'était pas suffisant. Depuis que son mari Raoul était mort dans un accident de voiture 2 ans auparavant, tout était devenu difficile. Les dettes de l'hôpital, le loyer, l'école des enfants. Ce matin-là, elle reçut l'appel inattendu. L'agence lui dit que le travail était difficile, que le patient avait mauvais caractère et que beaucoup de gens ne tenaient même pas une semaine. Le salaire, cependant, était plus que ce que Lucie gagnait en un mois entier. Elle regarda ses enfants et sut qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Elle leur promit que tout irait bien et les laissa chez sa voisine, Madame Dubois, avant de prendre le bus en direction de l'adresse qu'on lui avait donnée. Quand elle descendit devant l'énorme demeure d'Alexandre, elle sentit ses jambes trembler, le grand portail, le jardin parfait, la façade moderne qui imposait le respect. Elle arrangea sa simple blouse et sonna. Un garde ouvrit et la fit entrer sans dire grand-chose. Le sol brillait tant que Lucie eut peur de le salir avec ses chaussures usées. Marianne la reçut dans le salon. Elle lui expliqua rapidement la situation sans fioriture. « Mon frère est compliqué, dit-elle, mais il a besoin d'aide. Si vous décidez de rester, je vous en serai très reconnaissante. » Lucie inspira profondément et hocha la tête. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quand elle entra dans le bureau où Alexandre passait la majeure partie de la journée, elle le vit de dos, regardant par la fenêtre. Le fauteuil roulant était devant la baie vitrée, et il avait les bras croisés. Marianne annonça son nom et sortit presque immédiatement, comme si elle ne voulait pas assister à la scène. Alexandre tourna lentement sa chaise et la regarda de haut en bas. Il ne dit pas bonjour. Il n'offrit pas de siège, se contentant de demander combien de temps elle comptait rester avant de s'enfuir comme les autres. Lucie sentit le coup de ses mots, mais ne baissa pas le regard. Elle répondit qu'elle n'était pas venue pour fuir, qu'elle était venue pour travailler. Alexandre laissa échapper un rire sec et lui dit que tout le monde disait la même chose le premier jour. Il lui expliqua d'un ton froid qu'il n'avait besoin ni de compassion ni de conseil, que si elle était là, c'était pour exécuter des ordres, et rien d'autre. Lucie hocha la tête sans discuter, s'approcha, et lui demanda quelle était sa routine. Alexandre fronça les sourcils, surpris qu'elle n'essaie pas de lui parler avec pitié. Il lui dit qu'à cette heure-là, il révisait normalement des documents de l'entreprise et qu'il n'avait pas besoin d'aide. Elle resta debout quelques secondes, ne sachant si elle devait partir ou rester. Finalement, elle décida de ranger un peu le bureau qui était rempli de papiers désordonnés. Alexandre l'observait attentivement, attendant qu'elle fasse une erreur pour la réprimander. Quand elle déplaça un dossier, il éleva la voix et lui dit de ne rien toucher sans permission. Lucie s'arrêta immédiatement et lui demanda comment il préférait que tout soit rangé. Cette réponse le déconcerta un peu. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un lui réponde sans peur, mais sans défi non plus. Le premier accrochage fut inévitable.
À l'heure du déjeuner, Lucie apporta le plat que la cuisinière avait préparé. Alexandre en goûta à peine une bouchée et dit qu'il était froid. Elle toucha l'assiette et constata qu'elle était chaude. Sans discuter, elle la rapporta à la cuisine et la rendit quelques minutes plus tard. Alexandre la regarda, s'attendant à ce qu'elle se plaigne. Elle lui demanda juste s'il avait besoin de quelque chose d'autre. La tension était palpable dans l'air, comme si un mot pouvait déclencher une dispute. L'après-midi, Lucie l'aida à se déplacer sur la terrasse. Le mouvement fut maladroit au début, mais elle le soutint fermement. Alexandre s'irrita quand il sentit qu'il perdait l'équilibre et lui demanda de le lâcher. Lucie ne le fit pas avant de s'assurer qu'il était stable. Il la regarda avec colère, mais aussi avec quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'avait pas montré depuis longtemps. De la surprise, personne ne l'avait soutenu ainsi sans trembler. À la tombée de la nuit, Marianne revint pour demander à son frère ce qu'il avait pensé de la nouvelle aide à domicile. Alexandre répondit qu'elle était comme les autres, de ne pas se faire d'illusions. Mais quand Lucie prit congé en disant qu'elle reviendrait le lendemain à 8 heures, il ne lui dit pas de ne pas revenir. Cette petite différence ne passa pas inaperçue pour Marianne. Dehors, en marchant vers l'arrêt de bus, Lucie sentit le poids de la journée sur ses épaules. Cela n'avait pas été facile. Alexandre était plus dur qu'elle ne l'imaginait, mais elle avait aussi vu quelque chose dans son regard quand elle l'avait aidé sur la terrasse. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la peur, c'était de la frustration. C'était un homme qui ne savait pas comment vivre dans ce corps qui ne lui répondait plus. Lucie pensa à ses enfants et au salaire qu'on lui avait promis. Elle pensa à Raoul et à la façon dont la vie change sans prévenir. Elle se promit de tenir bon, de ne pas se rendre au premier cri. Pendant ce temps, dans la grande maison, Alexandre resta à regarder la porte par où elle était sortie. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme n'avait pas réagi comme les autres. Elle n'avait pas eu pitié de lui. Elle n'avait pas essayé de lui faire des discours. Elle ne s'était pas enfuie quand il avait élevé la voix. Il se dit que cela n'avait pas d'importance, que dans quelques jours elle partirait comme toutes les autres. Mais cette nuit-là, quand le silence remplit à nouveau la maison, il pensa pour la première fois depuis longtemps que être quelqu'un était entré sans crainte de le voir tel qu'il était vraiment. Et cela, même s'il ne voulait pas l'admettre, le laissa inquiet. Les premiers jours de Lucie chez Alexandre furent comme marcher sur du verre. Chaque matin, elle arrivait ponctuellement, les cheveux attachés et un petit carnet où elle notait les horaires, les médicaments et tout détail qui pourrait l'aider à ne pas commettre d'erreur. Alexandre était déjà réveillé quand elle entrait dans le bureau. Parfois, il faisait semblant de ne pas la voir. D'autres fois, il la regardait directement, comme s'il cherchait une raison de lui dire de ne pas revenir. L'atmosphère était lourde dès le matin. Si Lucie ouvrait les rideaux pour laisser entrer la lumière, il disait que la clarté le dérangeait. Si elle les laissait fermés, il demandait pourquoi la maison ressemblait à une grotte. Rien ne semblait aller. Un matin, alors qu'elle arrangeait les coussins du fauteuil roulant pour qu'il n'ait pas mal au dos, Alexandre lui dit qu'il n'avait pas besoin qu'on le traite comme un invalide. Lucie s'arrêta, le regarda et lui répondit qu'elle ne le voyait pas ainsi, qu'elle faisait juste son travail. Il laissa échapper un rire court et lui dit que tout le monde disait la même chose. Cette phrase devint constante. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde promet de rester. Tout le monde s'en va. Lucie écoutait sans s'accrocher. Au lieu de répondre par de longs discours, elle se concentrait sur les actions. Elle lui apportait le café comme il l'aimait, fort et sans sucre. Elle apprit rapidement où il rangeait chaque document. Elle remarqua que même s'il semblait désordonné, il avait son propre système. Elle réalisa aussi qu'Alexandre passait beaucoup de temps à regarder le jardin sans rien dire. Un jour, elle décida de lui demander s'il voulait sortir un moment. Il répondit qu'il n'était pas un spectacle qu'on promenait. Lucie n'insista pas. Elle dit juste que l'air frais aide parfois quand on a mal à la tête. Cet après-midi-là, sans la regarder, Alexandre accepta. Le transfert fut inconfortable. Alexandre détestait se sentir dépendant de quelqu'un pour franchir une porte. Quand une des roues se coinça dans l'encadrement, il frappa violemment la coudoir. Lucie garda son calme et libéra la roue avec précaution. Une fois dans le jardin, le silence fut long. On entendait les oiseaux et le bruit lointain des voitures sur l'avenue. Lucie s'assit sur un banc proche sans envahir son espace. Alexandre l'observa du coin de l'œil. Elle ne parlait pas trop. Elle n'essayait pas de lui soutirer des confessions. Cela le déconcertait. Les jours précédents, certaines infirmières lui avaient posé des questions personnelles, essayant de le faire parler de ses sentiments. Il les faisait taire immédiatement. Avec Lucie, c'était différent. Elle était juste là, mais la tension ne disparaissait pas. Un après-midi, alors qu'il révisait des papiers de l'entreprise arrivés par courrier,
Lucie remarqua qu'Alexandre fronçait les sourcils en lisant certains chiffres. Sans réfléchir, elle lui demanda s'il voulait qu'elle appelle quelqu'un. Alexandre explosa. Il lui dit de ne pas se mêler de ce qu'elle ne comprenait pas, que son travail n'était pas de donner son avis sur les affaires. Sa voix sortit plus forte qu'il ne s'y attendait. Lucie recula d'un pas, surprise. Mais elle ne pleura, ni ne discuta. Elle se contenta de dire qu'elle voulait juste aider. Alexandre tourna la chaise et lui tourna le dos. Ce jour-là, presque tout s'arrêta. À la tombée de la nuit, Marianne appela pour demander comment ça allait. Alexandre répondit que c'était comme d'habitude. Quand Marianne demanda des nouvelles de Lucie, il dit qu'il verrait combien de temps elle tiendrait. Cette même nuit, Lucie fut sur le point de ne pas revenir. Chez elle, alors qu'elle aidait Thomas avec ses devoirs et écoutait Zoé lui raconter quelque chose de l'école, elle pensa aux cris, au regard froid d'Alexandre. Elle pensa à chercher un autre travail moins lourd, mais ensuite elle ouvrit l'enveloppe avec le premier paiement de la semaine et comprit qu'elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Le lendemain, elle revint. Alexandre fut surpris de la voir entrer comme si rien ne s'était passé. Il ne dit rien, mais son expression changea à peine une seconde. Ce matin-là, quelque chose se produisit, qui marqua une petite avancée. Alexandre tenta d'atteindre un livre sur une étagère basse. La chaise ne lui permit pas de s'approcher suffisamment, il s'étira trop et perdit l'équilibre. Lucie réagit rapidement et le retint avant qu'il ne tombe. Pendant quelques secondes, ils restèrent très proches. Alexandre respirait fort, plus par rage que par effort. Il s'attendait à ce qu'elle dise quelque chose comme « Attention » ou « Je vous l'avais dit », mais Lucie se contenta de replacer la chaise et de lui tendre le livre sans faire de commentaires. Ce silence fut différent. Il n'était pas gênant. C'était comme si elle comprenait qu'il n'avait pas besoin de rappel de sa limitation. Au fil des jours, ils commencèrent à avoir de courtes conversations, presque forcées par la routine. Alexandre demanda pourquoi une femme de son âge travaillait à quelque chose d'aussi pénible. Lucie répondit qu'elle avait 2 enfants et beaucoup de factures à payer. Elle ne donna pas plus de détails. Il ne posa pas de questions sur le père des enfants, bien qu'il y ait pensé. Un après-midi, alors qu'ils attendaient le physiothérapeute qui partait presque toujours tôt parce qu'Alexandre annulait les séances, Lucie lui raconta qu'elle travaillait auparavant comme nounou dans une maison où les enfants ne la laissaient pas s'asseoir une minute. Alexandre commenta qu'au moins ses enfants pouvaient courir. Ce fut la première fois que sa voix sonna plus triste que colérique. Lucie ne sut que dire, mais elle resta à ses côtés. Le physiothérapeute arriva, et comme toujours, Alexandre dit qu'il n'avait pas envie. Lucie intervint avec précaution. Elle lui dit qu'il pouvait essayer juste 10 minutes. Si après il voulait arrêter, il le ferait. Alexandre hésita, mais accepta. Ces 10 minutes furent tendues. Chaque mouvement semblait un rappel de ce qu'il avait perdu. Cependant, à la fin, il ne demanda pas au thérapeute de partir plus tôt. Ce fut un petit changement, presque invisible, mais réel. Ce soir-là, lorsque Lucie prit congé, Alexandre l'appela, avant qu'elle ne sorte. Il lui demanda à quelle heure elle reviendrait le lendemain. Elle répondit à 8 heures, comme toujours. Il hocha la tête sans la regarder directement. Ce n'était ni une excuse pour les cris, ni une promesse de s'améliorer, mais ce n'était pas non plus un rejet. La cohabitation restait difficile. Il y avait des moments où Alexandre élevait à nouveau la voix, et des jours où Lucie arrivait le cœur serré, ne sachant quelle version de lui elle trouverait. Cependant, quelque chose commençait à bouger sous cette surface tendue. Ce n'était pas encore de la confiance ni de l'amitié. C'était à peine un petit espace où tout n'était plus colère. Et bien qu'aucun des deux ne le dise, ils savaient tous deux que cet espace grandissait. La première fois que Lucie vit Valérie, ce fut un après-midi où la maison était plus agitée que d'habitude. Alexandre avait passé la matinée à réviser des contrats et était de mauvaise humeur car plusieurs projets étaient en retard. Lucie organisait des documents quand elle entendit le bruit de talons fermes traversant le sol de marbre. Ce n'était pas Marianne. Ce pas avait de l'assurance et quelque chose de plus, comme si chaque coup sur le sol marquait son territoire. Valérie apparut à la porte du bureau sans frapper, grande, bien habillée, les cheveux lisses parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Elle regarda Lucie de haut en bas, avec une expression qui n'avait pas besoin de mots pour être comprise. Puis elle porta son attention sur Alexandre, et son ton devint doux, presque exagéré. Elle lui demanda comment il allait, s'il avait besoin de quelque chose, s'il avait examiné les derniers états financiers. Alexandre répondit par de courtes phrases. Lucie remarqua que sa posture devenait plus rigide lorsque Valérie était proche. Valérie était l'épouse de Richard, le beau-frère qui avait pris de nombreuses décisions dans l'entreprise depuis l'accident. Elle participait également aux réunions,
bien qu'elle n'ait officiellement pas de poste clair. Elle disait qu'elle ne faisait qu'aider, mais sa présence dans le bureau improvisé de la maison était constante. Ce jour-là, elle portait un épais dossier sous le bras. Elle s'approcha du bureau, sans demander la permission, et commença à expliquer qu'il fallait signer des documents urgents. Alexandre prit le stylo, mais avant de signer, il examina attentivement quelques chiffres, fronça les sourcils, demanda pourquoi certaines dépenses avaient tant augmenté. Valérie répondit rapidement, avec des explications techniques qui semblaient répétées. Lucie, qui rangeait des feuilles, remarqua qu'Alexandre n'était pas entièrement convaincu. Quand il demanda du temps pour réviser calmement, le sourire de Valérie se tendit à peine une seconde. Elle dit qu'il n'y avait pas de temps, que les associés faisaient pression. Alexandre laissa finalement le stylo sur le bureau et dit qu'il signerait plus tard. Le silence qui suivit fut gênant. Valérie détourna le regard vers Lucie et demanda qui elle était. Alexandre répondit que c'était sa nouvelle aide à domicile. Valérie leva un sourcil et commenta qu'elle espérait qu'elle durerait plus que les précédentes. Lucie sentit le coup, mais resta ferme. Elle répondit qu'elle était là pour travailler et rien d'autre. Valérie sourit sans chaleur et dit que dans cette maison c'était simple. Puis elle s'approcha d'Alexandre et, d'un ton plus bas, lui rappela qu'il devait faire confiance à la famille, que les employés allaient et venaient, mais que le sang était le sang. Lucie n'entendit pas tout, mais elle comprit le message. Quand Valérie partit, elle laissa dans l'air un parfum fort et un sentiment de contrôle. Alexandre resta silencieux plusieurs minutes. Lucie osa demander s'il voulait qu'elle classe les documents. Il répondit que non, qu'il les laisserait ainsi. Cet après-midi-là, alors qu'elle l'aidait à se déplacer vers la salle à manger, Alexandre commenta que Valérie était toujours attentive à tout depuis l'accident. Il dit que sans Richard et elle, l'entreprise se serait effondrée, mais sa voix ne sonnait pas reconnaissante, mais fatiguée. Les jours suivants, Valérie commença à apparaître plus fréquemment. Elle arrivait sans prévenir, examinait les papiers, passait des appels depuis le bureau comme si c'était le sien. Parfois, elle ignorait complètement la présence de Lucie. D'autres fois, elle lui donnait des instructions qui n'avaient rien à voir avec les soins d'Alexandre, comme lui demander d'apporter du café pour des réunions auxquelles elle n'aurait pas dû assister. Lucie s'exécutait sans discuter, mais elle commençait à remarquer des détails étranges. Une fois, elle vit Valérie ranger rapidement des documents dans son sac quand Alexandre demanda à les voir. Une autre fois, elle entendit une forte dispute entre Valérie et Richard dans le couloir. Ils parlaient de délais, de virements, de la nécessité qu'Alexandre ne vérifie pas certains mouvements. Lucie ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, Alexandre eut un appel avec un vieil associé qui demandait pourquoi il ne répondait plus directement aux courriels importants. Alexandre répondit qu'il était toujours disponible. Quand il raccrocha, il regarda sa boîte de réception et remarqua plusieurs messages qu'il n'avait pas vus. Il appela Richard pour demander des explications. Richard dit qu'il les avait filtrés pour lui éviter du stress. Alexandre ne sembla pas convaincu. Lucie observait en silence, mais chaque pièce commençait à s'assembler dans son esprit. Valérie ne voulait pas seulement aider, elle voulait contrôler. La tension grandit quand Valérie décida de donner son avis sur la rééducation d'Alexandre. Lors d'une réunion avec le physiothérapeute, elle commenta qu'il dépensait peu, être de l'argent pour quelque chose qui ne donnerait pas de résultat. Elle dit qu'il valait mieux accepter la réalité et se concentrer sur l'entreprise. Alexandre serra les poings. Lucie vit à quel point ces mots l'affectaient plus qu'il ne voulait le montrer. Ce soir-là, une fois Valérie partie, Alexandre resta silencieux pendant des heures. Finalement, il dit que peu. Être ils avaient raison. Que peu. Être il était inutile d'insister sur les thérapies. Lucie le regarda et lui demanda si c'était sa décision ou celle de quelqu'un d'autre. Il ne répondit pas, mais la question resta en suspens. Les jours suivants furent plus tendus. Valérie commença à remettre en question la présence de Lucie. Elle dit à Marianne qu'elle ne lui faisait pas confiance, que personne ne savait vraiment qui elle était. Elle insinua même qu'elle pourrait profiter de la situation. Marianne défendit Lucie, mais le doute était semé. Un matin, alors que Lucie organisait l'archive numérique sur l'ordinateur d'Alexandre, elle trouva un dossier contenant des états financiers récents. Elle remarqua des mouvements d'argent vers des comptes qu'elle ne reconnaissait pas. Elle n'était pas une experte, mais les chiffres étaient élevés. Juste à ce moment, Valérie entra sans frapper. En voyant l'écran, son expression changea. Elle referma l'ordinateur portable d'un coup sec et dit à Lucie qu'elle ne devait pas consulter des choses qui ne la concernaient pas. Alexandre, qui se trouvait à l'autre bout du bureau, observa la scène en silence. Pour la première fois, il ne défendit pas immédiatement Valérie.
Il se contenta de demander ce qui se passait. Valérie répondit que l'aide à domicile était en train de consulter des informations privées. Lucie expliqua qu'elle ne faisait qu'organiser les fichiers comme il le lui avait demandé. L'ambiance devint tendue. Alexandre demanda de laisser l'ordinateur tranquille pour la journée. Valérie partit, agacée. Lorsqu'ils furent seuls, Alexandre regarda Lucie avec un mélange de doute et de curiosité. Il lui demanda exactement ce qu'elle avait vu. Lucie hésita une seconde, mais décida d'être honnête. Elle lui parla des transferts et des montants qui lui semblaient étranges. Alexandre garda le silence, traitant l'information. Ce fut la première fois que le regard de méfiance qu'il dirigeait toujours vers le monde n'était pas dirigé vers elle, mais vers quelqu'un d'autre. Et tandis que le soleil tombait sur le jardin, quelque chose commença à changer, non seulement entre eux, mais aussi dans la façon dont Alexandre voyait la famille qui disait le protéger. Dès l'instant où Lucie a vu ces mouvements étranges sur l'ordinateur, elle n'a plus pu s'empêcher d'y penser. Elle n'était ni comptable ni experte en finance, mais elle avait géré chaque centime chez elle pendant des années. Elle savait reconnaître quand quelque chose ne collait pas. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle se demandait si elle avait eu tort de parler. Elle pensait qu'elle se mêlait peu, être de quelque chose qui ne la regardait pas. Mais elle se souvenait aussi du visage d'Alexandre quand il avait entendu ce qu'elle lui avait dit. Ce n'était pas un visage de colère, c'était un visage de doute, et c'était nouveau. Le lendemain, elle arriva à la maison avec le sentiment que l'ambiance était plus tendue. Alexandre était dans le bureau, révisant des papiers avec une concentration qu'il n'avait pas montrée depuis des semaines. Dès qu'il la vit entrer, il lui demanda de fermer la porte. Il n'éleva pas la voix, il n'y eut pas de sarcasme. Il lui demanda simplement de lui expliquer à nouveau ce qu'elle avait remarqué. Lucie parla doucement. Elle lui dit que les transferts étaient fréquents vers un même compte et que les libellés étaient très généraux. Frais d'exploitation, conseils externes, paiements urgents, mais les montants étaient élevés et répétés. Alexandre fronça les sourcils. Il dit que ces comptes n'étaient pas habituels avant l'accident. Lucie n'ajouta rien. Elle ne voulait pas paraître accuser qui que ce soit. Il alluma l'ordinateur et lui demanda de lui montrer exactement où elle avait vu cela. Cette fois, quand elle ouvrit le dossier, personne ne le referma d'un coup. Alexandre commença à examiner fichier par fichier. Le silence était si lourd qu'on entendait le clic de la souris comme un marteau. Après quelques minutes, il prit le téléphone et appela Richard. Il lui demanda de venir cet après-midi même avec tous les états financiers détaillés. Sa voix était ferme, différente de celle des semaines précédentes. Lucie remarqua ce changement. C'était comme si quelque chose en lui s'était activé. Avant l'arrivée de Richard, Valérie apparut la première. Elle entra avec cette assurance qui était devenue habituelle. Elle dit qu'elle avait entendu qu'Alexandre voulait revoir les comptes. Elle tenta de paraître calme, mais elle était visiblement tendue. Elle expliqua que tout était sous contrôle, qu'il n'était pas nécessaire de se méfier de la famille. Alexandre la regarda sans ciller. Il lui dit que revoir les chiffres n'était pas se méfier, c'était son droit en tant que propriétaire. Valérie serra les lèvres, regarda Lucie comme si elle savait d'où venait l'inquiétude. Ce regard était clair. Elle la pointait du doigt sans mots. Quelques heures plus tard, Richard arriva avec plusieurs dossiers. Le bureau se transforma en une sorte de salle d'interrogatoire. Alexandre demanda à Lucie de rester. Valérie fronça les sourcils, mais ne dit rien. Richard commença à expliquer les mouvements. Il parla d'investissements temporaires, de paiements anticipés, d'opportunités à ne pas manquer, mais chaque explication comportait des lacunes. Alexandre posait des questions directes, des dates exactes, des noms de fournisseurs, des contrats signés. Richard hésitait plus qu'il n'aurait dû. Lucie observait en silence, mais sentait que l'air devenait plus lourd. À un moment donné, Alexandre demanda à voir les justificatifs d'un virement spécifique qui se répétait chaque mois. Richard chercha parmi les papiers et dit qu'il ne les avait pas là, qu'il les enverrait plus tard. Cette réponse ne plut pas à Alexandre. Son regard changea. Ce n'était plus celui d'un homme fatigué, c'était celui de quelqu'un qui commençait à sérieusement soupçonner. Quand la réunion se termina, Valérie s'approcha de Lucie dans le couloir. Elle lui dit qu'elle devait se rappeler quelle était sa place dans cette maison, qu'elle n'était pas là pour semer le doute dans la tête d'Alexandre. Lucie sentit l'envie de répondre avec force, mais se retint. Elle dit seulement que son seul intérêt était de bien faire son travail. Valérie se pencha un peu vers elle et l'avertit que dans les grandes affaires, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Puis elle partit. Cet avertissement resta dans l'esprit de Lucie. Cet après-midi-là, Alexandre demanda quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il voulut aller au siège social de l'entreprise. Marianne fut surprise d'entendre cette décision.
Elle tenta de le convaincre de ne pas trop se fatiguer, mais il insista. Lucie l'aida à se préparer. Le trajet fut silencieux. En arrivant au bâtiment, plusieurs employés restèrent à le regarder. Certains semblaient nerveux, d'autres faisaient semblant de normalité. Alexandre demanda à être conduit directement à la salle de réunion. Pendant des heures, il révisa des rapports, parla avec des comptables, demanda des accès dont il n'avait pas besoin auparavant, car il faisait aveuglément confiance à Richard. Peu à peu, d'autres incohérences commencèrent à apparaître. Des factures gonflées, des services payés à des entreprises nouvellement créées, des contrats signés sans son autorisation directe. Chaque nouvelle donnée était comme une pièce qui confirmait ce que Lucie avait vu pour la première fois presque par accident. Valérie arriva au bureau alors qu'il était déjà tard. Elle tenta d'intervenir en disant que tout avait une explication, mais Alexandre ne l'écoutait plus avec la même confiance. Lucie resta à l'écart, consciente que son rôle n'était pas de se mettre en avant. Cependant, elle savait que ce jour-là avait marqué un avant et un après. Quand ils rentrèrent à la maison, Alexandre était épuisé, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la détermination. Il demanda à Lucie d'organiser tous les fichiers numériques à partir du début de l'année pour le lendemain. Il dit qu'il voulait tout vérifier personnellement. Lucie hocha la tête. Elle savait que cela aurait des conséquences. Ce soir-là, en prenant congé, Alexandre l'appela par son nom. Ce fut la première fois qu'il le fit sans froideur. Il la remercia. Même si on l'entendit à peine, Lucie sentit un nœud dans la gorge. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une célébration. C'était à peine le début de quelque chose de plus grand. Mais au milieu de cette maison pleine de tensions, elle comprit qu'elle n'était plus seulement l'aide à domicile que personne ne s'attendait à voir durer. Elle était devenue la personne qui avait ouvert une porte que d'autres voulaient garder fermée. Et de l'autre côté de cette porte, il y avait bien plus que des chiffres mal placés. Les jours suivant la visite au bureau furent intenses. Alexandre ne dormait presque pas. Il restait tard à réviser des dossiers, comparer des chiffres, passer des appels qu'il déléguait autrefois sans y penser. Lucie le trouvait plus concentré, mais aussi plus tendu. La pression commençait à peser. Il goûtait à peine la nourriture et refusait de se reposer. Marianne tentait de le convaincre de se calmer, mais il était déterminé à comprendre ce qui s'était passé avec son entreprise pendant qu'il était enfermé dans sa propre rage. Valérie, en revanche, apparut moins souvent à la maison. Mais quand elle le faisait, son sourire semblait plus forcé. L'ambiance était lourde. Un après-midi, alors que Lucie organisait les documents dans le bureau, Alexandre commença à respirer différemment. Au début, c'était léger, comme s'il était fatigué. Elle leva les yeux et remarqua que son visage était plus pâle que d'habitude. Elle lui demanda s'il se sentait bien. Il répondit que oui, qu'il avait juste un peu mal à la tête. Il tenta de continuer à lire, mais sa main commença à trembler. Lucie laissa ce qu'elle faisait et s'approcha. Sa respiration devint rapide et désordonnée. Alexandre serra sa poitrine d'une main, comme si quelque chose l'oppressait de l'intérieur. Lucie sentit un coup de peur dans l'estomac, mais ne perdit pas de temps. Elle appela immédiatement le médecin traitant tout en essayant de maintenir Alexandre conscient. Il essayait de dire qu'il allait bien, qu'elle n'exagérait pas, mais la sueur sur son front disait autre chose. Lucie l'aida à s'allonger sur le canapé. Elle lui releva un peu les jambes, comme on le lui avait appris en premier secours, et lui parlait calmement pour qu'il ne panique pas. Les minutes semblaient éternelles. Marianne arriva en courant lorsqu'elle entendit le tumulte. Voir son frère ainsi la laissa paralysée un instant. Le médecin arriva peu après et examina rapidement Alexandre. Il dit que cela ressemblait à une forte crise d'anxiété combinée à un épuisement extrême, mais qu'il devait l'emmener à l'hôpital pour écarter quelque chose de plus grave. L'ambulance arriva avec des gyrophares qui rompirent le calme de la rue. Pendant qu'on le montait, Alexandre chercha Lucie du regard. Il ne dit rien, mais ses yeux reflétaient quelque chose de différent de la colère habituelle. C'était une peur réelle. À l'hôpital, les examens confirmèrent qu'il n'y avait pas de problème cardiaque grave, mais un niveau de stress très élevé. Le médecin fut clair. S'il continuait ainsi, cela pourrait se compliquer. Il lui recommanda de ralentir, de mieux dormir et de ne pas tout porter seul. Alexandre écoutait en silence. Il ne discuta pas, ce qui était déjà rare. Lucie resta dans la salle d'attente pendant que Marianne parlait avec le médecin. Elle pensa à ses enfants, à ce que cela aurait été de perdre Raoul et de rester avec tant de questions. Voir Alexandre vulnérable remua quelque chose en elle. Ce n'était pas de la pitié. C'était reconnaître que derrière l'homme difficile se cachait quelqu'un qui avait aussi peur. Quand on le conduisit dans une chambre d'observation, Lucie entra doucement.
Alexandre était plus calme, connecté à quelques moniteurs. Il la regarda, et cette fois, il n'y eut pas de sarcasme. Il lui dit qu'il détestait se sentir faible. Lucie s'approcha et lui répondit que n'importe qui à sa place serait épuisé, que ce n'était pas de la faiblesse, c'était trop de charge à la fois. Il resta silencieux quelques secondes, puis il admit que depuis l'accident, il n'avait pas vraiment eu le temps de tout digérer. D'abord la douleur physique, puis la rage, ensuite l'entreprise. Il ne s'était jamais permis de s'arrêter. Cette confession ne fut ni longue ni dramatique, mais elle fut honnête. Lucie ne lui fit pas de discours. Elle lui dit juste qu'il n'avait pas à tout résoudre en un jour et que demander de l'aide ne le rendait pas moins capable. Alexandre ferma les yeux un instant. Il semblait l'écouter vraiment. Cette nuit-là, il resta hospitalisé. Marianne dut rentrer chez elle, se reposer quelques heures, et Lucie proposa de rester. Ce n'était pas strictement son travail, mais elle ne voulut pas le laisser seul. Au milieu de la nuit, Alexandre se réveilla en sursaut à cause d'un cauchemar. Sa respiration s'accéléra de nouveau. Lucie lui prit la main sans réfléchir. Elle lui parla calmement, lui rappelant qu'il était à l'hôpital, que tout était sous contrôle. Peu à peu, il se calma. Il ne retira pas sa main immédiatement. Ce fut un geste simple, mais qui marqua quelque chose. Le lendemain matin, le médecin lui permit de rentrer chez lui, à condition qu'il ralentisse le rythme. Sur le chemin, le silence n'était plus gênant. Il était plutôt réfléchi. En arrivant, Alexandre demanda d'annuler les réunions de la journée. Il demanda à Lucie de l'aider à organiser seulement l'essentiel. Pour la première fois depuis son arrivée, il accepta de se reposer sans discuter. Il s'allongea dans sa chambre et ferma les yeux pendant que Lucie arrangeait des oreillers pour qu'il soit plus confortable. Avant de sortir, il l'appela. Il la remercia de ne pas avoir paniqué. Il dit que si elle n'avait pas agi rapidement, tout aurait pu être été pire. Lucie sourit légèrement et répondit qu'elle n'avait fait que ce que n'importe qui aurait fait. Alexandre secoua la tête. Il savait que n'importe qui ne serait pas resté. Cette crise médicale changea la dynamique entre eux. Elle n'élimina pas les problèmes ni la tension avec Valérie, mais elle brisa une barrière. Alexandre cessa de la voir uniquement comme une employée. Il commença à croire que lorsque les choses devenaient incontrôlables, elle ne s'enfuirait pas. Et Lucie, en le voyant vulnérable sur un lit d'hôpital, comprit que derrière le caractère dur se cachait un homme qui portait trop longtemps la peur et la colère, sans le dire à voix haute. Après la crise à l'hôpital, quelque chose changea chez Alexandre. Ce ne fut pas un grand changement du jour au lendemain, mais une fissure dans le mur qu'il construisait depuis 2 ans. Il commença à dormir un peu plus, à accepter les horaires recommandés par le médecin et à réduire les heures passées devant l'ordinateur. Lucie remarqua qu'il ne réagissait plus avec la même fureur pour le moindre détail. Il restait exigeant, mais il y avait des moments où il semblait plus disposé à parler. Un après-midi, alors que le ciel était nuageux et que la maison était plus silencieuse que d'habitude, Alexandre demanda à sortir dans le jardin. Lucie l'aida avec soin et le conduisit jusqu'à la partie où se trouvait un grand arbre qui donnait de l'ombre. Ils restèrent là à écouter le vent faire bouger les feuilles. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans que l'un d'eux ne dise un mot. Soudain, Alexandre parla sans la regarder. Il dit qu'il n'avait jamais raconté à personne ce qui s'était réellement passé la nuit de l'accident. Lucie répondit immédiatement, elle se contenta de s'installer sur le banc et attendit. Il inspira profondément et commença. Il raconta que cette nuit-là, il n'avait pas seulement bu quelques verres, mais qu'il était aussi distrait par une dispute avec Richard. Il dit qu'avant le dîner, ils avaient parlé d'un gros investissement qui ne le convainquait pas. Richard insistait sur le fait que c'était une opportunité unique. Alexandre décida de reporter la conversation à un autre jour, mais le sujet lui trottait dans la tête. Quand Marianne appela pendant qu'il conduisait, il était déjà agacé. Il répondit plus par impulsion que par nécessité. Pendant qu'il parlait avec elle, il vit les lumières du poids lourd trop tard. Il dit qu'il pouvait toujours entendre le bruit de l'impact chaque fois qu'il fermait les yeux. Sa voix ne tremblait pas, mais elle était plus basse. Lucie l'écoutait sans l'interrompre. Alexandre confessa que pendant des mois, il avait blâmé Marianne pour cet appel, bien qu'au fond, il sut que la décision de répondre lui appartenait. Il dit aussi que parfois il se demandait si l'accident n'était que de la malchance ou si quelque chose d'autre avait influencé. Cette dernière phrase alerta Lucie. Il expliqua que l'expertise officielle parlait de pluie et d'excès de vitesse, mais qu'il y avait des détails qui ne lui avaient jamais paru clairs. Par exemple, il se souvenait qu'il y a quelques jours, il avait remarqué que les freins du SUV lui semblaient différents. Il pensa que c'était son imagination. Après l'accident, le SUV fut détruit et personne ne vérifia plus rien.
Richard s'occupa de toutes les formalités pendant qu'il était en chirurgie. Alexandre dit qu'à ce moment-là, il était trop occupé à essayer de bouger ses orteils pour remettre quoi que ce soit en question. Mais maintenant, avec les irrégularités dans l'entreprise, ses souvenirs revenaient avec force. Lucie sentit un frisson. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'un réel soupçon ou simplement de l'esprit cherchant des explications. Elle lui demanda s'il en avait déjà parlé à quelqu'un. Alexandre secoua la tête. Il dit que cela ressemblait à de la paranoïa, que personne ne voulait entendre des théories alors que tout semblait un simple accident. De plus, admettre qu'il avait douté de sa propre famille lui paraissait insupportable. Lucie le regarda attentivement. Elle lui dit que questionner n'était pas accuser, que si des choses ne collaient pas, il était valable de les vérifier. Alexandre l'observa pendant quelques longues secondes, puis laissa échapper un petit rire, sans moquerie. Il dit que c'était étrange d'en parler avec elle, qu'il la connaissait à peine et pourtant, elle était la seule personne avec qui il sentait qu'il pouvait le dire sans qu'on le regarde comme un fou ou un faible. Ce commentaire flotta entre les deux. Ce n'était pas une déclaration romantique, mais un pas important. À ce moment-là, Marianne sortit dans le jardin. Elle tenait son téléphone portable à la main et son visage était préoccupé. Elle dit que Valérie avait convoqué une réunion urgente au bureau sans consulter Alexandre. Il fronça les sourcils. Il dit que personne ne devait prendre de décisions importantes sans son approbation. Marianne hésita avant de parler. Elle lui confessa que depuis un certain temps, elle avait l'impression que Richard et Valérie géraient l'entreprise comme si elle était la leur, que souvent, ils la laissaient en dehors des conversations importantes. Alexandre garda le silence, regarda le jardin, puis sa sœur, puis Lucie. Il était évident que les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit. Cette nuit-là, de retour dans le bureau, Alexandre demanda à Lucie de chercher les dossiers de l'assurance du SUV de l'accident. Il voulait tout revoir, depuis le début. Pendant qu'elle cherchait dans les dossiers physiques rangés dans un tiroir oublié, il parlait plus que d'habitude. Il admit que le jour de l'accident, il avait eu l'impression que la pédale de frein avait répondu une seconde trop tard. Il dit que c'était peu, être juste la peur, mais qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Lucie trouva le dossier d'assurance et le lui remit. Alexandre commença à lire chaque feuille attentivement. Il y avait des rapports techniques, des photos du véhicule, des déclarations. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire à première vue. Cependant, il manquait un rapport mécanique détaillé. Alexandre fronça les sourcils. Il se souvenait que l'assureur devait en faire un. Il chercha parmi les papiers et ne le trouva pas. Cette absence déclencha quelque chose en lui. Ce n'était la preuve de rien, mais une pièce manquante. Lucie remarqua comment son regard se durcissait, non pas avec une rage incontrôlée, mais avec détermination. Elle lui demanda ce qu'il comptait faire. Alexandre répondit qu'il vérifierait d'abord si ce rapport existait, et si oui, pourquoi il n'était pas dans le dossier. Il ne parla pas d'accusation ni de coupable, juste de chercher des réponses. Avant que Lucie ne parte ce soir-là, Alexandre l'arrêta une fois de plus. Il lui dit que pendant 2 ans, il avait vécu convaincu que sa vie était finie à cause de son erreur, que c'était peu être le cas, mais qu'il devait en être sûr. Il la remercia de l'avoir écouté sans juger. Lucie lui répondit que parfois, le plus difficile n'est pas la vérité, mais d'oser la regarder. Il la regarda en silence, comme s'il voyait plus que sa simple aide à domicile. Et tandis que la maison retrouvait son calme, cette confession sur l'accident cessa d'être un souvenir gardé et devint le début d'un doute qui pouvait tout changer. Dès le jour où Alexandre commença à examiner les papiers de l'accident, Valérie changea complètement d'attitude envers Lucie. Ce n'était plus seulement ce regard froid ou les commentaires déguisés en courtoisie. Maintenant, il y avait quelque chose de plus direct, de plus clair. Elle la voyait comme une menace, et Lucie le sentait chaque fois qu'elle se croisait dans le couloir. Un matin, à peine arrivée à la maison, elle remarqua que l'ambiance était étrange. La cuisinière évitait de la regarder dans les yeux, et le garde à l'entrée fut plus sérieux que d'habitude. Quand elle entra dans le bureau, Alexandre n'était pas là. À sa place se trouvait Valérie, assise devant le bureau, révisant des documents. Elle leva lentement les yeux quand Lucie apparut à la porte. Elle lui demanda de fermer. Son ton était ferme, sans cette fausse douceur d'avant. Elle lui dit que des papiers importants avaient disparu du bureau et qu'elle était la seule nouvelle personne dans la maison. Lucie sentit son cœur faire un bond. Elle ne comprenait pas de quoi elle parlait. Elle demanda quels documents c'était. Valérie répondit qu'il s'agissait de contrats liés à un investissement récent et qu'Alexandre les avait demandés la veille. Selon elle, personne d'autre n'était entré dans le bureau. L'accusation était claire, même si elle n'utilisait pas le mot directement. Lucie nia immédiatement. Elle dit qu'elle n'avait rien touché qu'on ne lui ait demandé.
Valérie croisa les bras et dit que les choses ne collaient pas. À ce moment-là, Alexandre entra dans le bureau, remarqua la tension. Il demanda instantanément ce qui se passait. Valérie prit la parole avant que Lucie ne puisse dire quoi que ce soit. Elle expliqua que des documents manquaient et que par responsabilité, il devait vérifier qui y avait eu accès. Elle regarda Lucie en parlant. Alexandre fronça les sourcils. Il demanda quels documents exactement. Valérie mentionna les contrats. Alexandre resta pensif une seconde, puis dit qu'il les avait lui-même déplacés dans un autre dossier numérique, la veille au soir. Le silence fut lourd. Valérie cligna des yeux, surprise, tenta de garder son sang-froid et dit que peut-être il y avait eu une confusion, mais il était déjà trop tard. L'accusation était lancée. Lucie ressentit un mélange de soulagement et de colère, non pas pour l'erreur, mais pour l'intention. Alexandre regarda Valérie avec une expression qui n'était pas aimable. Il lui dit qu'avant de pointer du doigt quelqu'un, elle devait être sûre. Valérie répondit qu'elle ne faisait que protéger les intérêts de l'entreprise. Puis elle sortit du bureau à pas rapides. Quand ils furent seuls, Alexandre observa Lucie en silence. Il lui demanda d'être honnête, que si à un moment donné elle se sentait mal à l'aise avec la situation, elle le lui dise. Lucie inspira profondément. Elle confessa qu'elle se sentait effectivement mal à l'aise, non pas à cause du travail, mais à cause de la façon dont Valérie la traitait. Elle dit qu'elle n'était pas là pour se mêler de problèmes familiaux, mais qu'elle n'accepterait pas non plus d'accusations injustes. Alexandre hocha la tête lentement. Pour la première fois, il semblait comprendre que la pression ne pesait pas seulement sur lui. Cet après-midi-là, les choses empirèrent. Valérie revint avec Richard et exigea une réunion privée avec Alexandre. Ils insistèrent sur le fait que la présence de Lucie générait des distractions et des conflits. Richard dit que depuis son arrivée, Alexandre était plus méfiant et que cela affectait la stabilité de l'entreprise. Alexandre écoutait sans interrompre. Valérie alla plus loin. Elle suggéra que peut-être Lucie influençait ses décisions, semant le doute là où il n'y en avait pas. Ce fut un coup direct. Quand on appela Lucie dans le bureau, elle savait que quelque chose d'important se passait. Elle entra la tête haute, même si elle ressentait de la peur à l'intérieur. Richard parla le premier. Il dit que, pour le bien de tous, il était préférable qu'elle cherche un autre emploi, que l'entreprise pouvait lui verser une compensation si elle partait immédiatement. Lucie regarda Alexandre. Il ne dit rien au début. Valérie profita du silence pour renforcer l'idée. Elle dit que la maison avait besoin de tranquillité, pas de soupçons. Lucie sentit sa gorge se serrer, mais elle n'allait pas pleurer. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais manqué à son travail, qu'elle avait toujours été transparente et que s'il voulait la renvoyer, elle l'accepterait, mais pas sous de fausses accusations. Alexandre leva la main pour arrêter la discussion. Sa voix fut claire. Il dit que la décision de savoir qui travaillait chez lui n'appartenait qu'à lui. Il regarda Richard et Valérie directement. Il assura que Lucie ne partait nulle part. Le silence fut lourd. Valérie tenta de répliquer, mais Alexandre ne la laissa pas faire. Il dit que si quelqu'un semait la méfiance, ce n'était pas la personne qui faisait simplement son travail. Richard serra les lèvres et prit Valérie par le bras pour sortir du bureau avant que la discussion ne dégénère davantage. Quand la porte se referma, Lucie laissa échapper l'air qu'elle retenait. Alexandre s'appuya sur sa chaise, épuisé. Il s'excusa de l'avoir exposée à cela. Elle secoua la tête. Elle dit qu'elle comprenait que la situation était compliquée, mais en elle, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement l'aide à domicile qui avait besoin d'un emploi. Maintenant, elle était au milieu d'une bataille qu'elle n'avait pas cherchée. Cette nuit-là, en sortant de la maison, elle remarqua que le garde évitait de la regarder à nouveau. Elle sut que les rumeurs couraient déjà. Valérie n'allait pas rester inactive, et même si Alexandre l'avait défendue, cela ne faisait qu'accroître la tension. Alors qu'elle marchait vers l'arrêt de bus, Lucie pensa à ses enfants et à ce qui était en jeu. Elle savait que le plus facile serait de partir, mais elle savait aussi que si elle partait maintenant, elle laisserait Alexandre seul au milieu de quelque chose qui n'allait clairement pas. Et pour la première fois, depuis qu'elle avait accepté le travail, elle comprit que rester n'était pas seulement une nécessité économique, c'était une décision qui pouvait changer le cours de tout. Après la réunion où Alexandre avait clairement indiqué que Lucie ne partirait pas, la maison changea du tout au tout. Ce n'était pas visible à l'œil nu, mais cela se sentait dans l'air. Les employés parlaient plus bas quand elle passait. Valérie n'entrait plus dans le bureau sans frapper, mais quand elle le faisait, son regard vers Lucie était direct, sans chercher à dissimuler son rejet. Alexandre, en revanche, semblait plus ferme que jamais. Ce matin-là, il demanda qu'on lui apporte tous les contrats signés au cours des 2 dernières années. Il voulait les examiner un par un.
Lucie organisa le bureau comme jamais auparavant. Elle sépara les documents par date, par type d'investissement, par entreprise impliquée. Ils travaillaient en silence, mais c'était un silence différent de celui des premières semaines. Maintenant, il y avait un objectif commun. Au milieu de cette révision, Alexandre trouva quelque chose qui le fit s'arrêter. Une série de paiements autorisés avec sa signature numérique à des dates où il était hospitalisé, encore sous l'effet de sédatifs puissants. Il regarda l'écran plusieurs fois, comme s'il s'attendait à ce qu'il change seul. Il appela Marianne immédiatement. Elle confirma qu'à ces dates, il était à peine conscient. Cela déclencha une alarme claire. Lucie sentit son estomac se nouer. Ce n'était plus seulement un léger soupçon, c'était quelque chose de plus grave, mais donc, Alexandre demanda d'appeler le service des systèmes pour vérifier depuis quel appareil ces autorisations avaient été effectuées. La réponse arriva quelques heures plus tard. Les opérations avaient été effectuées depuis le siège social, pas depuis sa maison, ni depuis l'hôpital. Le visage d'Alexandre se durcit. Il n'éleva pas la voix, ne frappa rien. Ce calme était plus inquiétant que n'importe quel cri. Cet après-midi-là, Valérie apparut de nouveau. Cette fois, elle avait un ton plus calculé. Elle dit qu'elle avait entendu qu'ils examinaient des signatures numériques et que c'était être une erreur technique. Alexandre la laissa parler. Quand elle eut fini, il lui montra la date et l'heure exacte d'une des autorisations. Il lui demanda directement qui avait accès à sa signature électronique au bureau. Valérie hésita à peine une seconde avant de répondre que c'était Richard et le service financier. Alexandre soutint son regard plus longtemps que d'habitude. Il lui dit qu'il allait demander un audit externe indépendant. Ce mot tomba comme une bombe. Valérie tenta de le dissuader. Elle dit que cela enverrait un message négatif aux associés, que cela générerait de la méfiance. Mais Alexandre n'était plus disposé à reculer. Quand Valérie partit en refermant la porte plus fort que nécessaire, Lucie resta debout devant le bureau. Elle ne savait pas si elle devait dire quelque chose ou non. Alexandre fut le premier à rompre le silence. Il lui dit que si elle n'avait pas insisté pour revoir les dossiers ce jour-là, il n'aurait être jamais rien remarqué. Lucie secoua la tête. Elle lui rappela que la décision d'enquêter était la sienne. Il la regarda avec une expression mêlant respect et quelque chose de plus doux. Cette nuit-là, en organisant les derniers documents, Alexandre lui posa pour la première fois une question personnelle. Il lui demanda comment elle avait fait face à la mort de son mari. La question la prit par surprise. Lucie mit quelques secondes à répondre. Elle raconta qu'au début, elle ne savait même pas comment se lever du lit, qu'elle ressentait de la rage, de la culpabilité et de la peur tout en même temps, mais qu'elle avait ses enfants qui la regardaient tous les jours en s'attendant à ce qu'elle continue. Cela l'avait forcée à avancer même si elle n'avait pas la force. Alexandre écoutait sans interrompre. Puis il dit qu'il n'avait pas d'enfants qui le regardaient ainsi, que c'était être pour cela qu'il s'était permis de stagner si longtemps. Lucie lui répondit que ce n'était pas une question d'avoir des enfants, mais de décider de se relever pour soi-même. Ce commentaire ne fut pas une leçon, ce fut une vérité simple. Il hocha la tête lentement. Le lendemain, le premier rapport préliminaire de l'audit arriva. Il confirmait des irrégularités importantes dans plusieurs opérations. Certains virements étaient liés à des sociétés fantômes. Alexandre lut chaque ligne attentivement, ne dit rien pendant plusieurs minutes. Puis il demanda à convoquer Richard pour le lendemain. La tension se sentait même chez le personnel de la maison. Marianne était nerveuse. Elle marchait de long en large, ne sachant comment affronter la possibilité que son propre mari soit impliqué dans quelque chose d'illégal. Lucie restait à l'écart, concentrée sur son travail. Mais elle savait qu'elle était au milieu d'une tempête qui ne faisait que commencer. Ce soir-là, en aidant Alexandre à se déplacer vers sa chambre, il l'arrêta avant qu'elle ne sorte. Il lui dit que quoi qu'il arrive lors de la réunion avec Richard, il voulait qu'elle sache qu'il lui faisait confiance, qu'il ne permettrait plus qu'on la pointe du doigt sans preuve. Lucie sentit un nœud dans la gorge, ne répondit pas par de longs mots. Elle dit juste merci et sortit. En fermant la porte, elle s'appuya un instant contre le mur. Elle réalisa que, sans le chercher, elle était devenue quelqu'un d'important dans la vie de cet homme qui, au début, pouvait à peine la regarder sans colère. Et maintenant, avec l'audit sur la table et une confrontation familiale sur le point d'éclater, la confiance qu'Alexandre venait de lui accorder n'était pas seulement un geste aimable, c'était une déclaration claire qu'il n'était plus seul dans ce combat. Le lendemain matin, à l'arrivée du rapport d'audit, commença par un silence lourd dans la maison. Alexandre parla à peine pendant le petit déjeuner. Il avait le regard fixé sur un point qui n'existait pas, comme s'il repassait chaque chiffre dans sa tête. Lucie remarquait que, malgré le calme extérieur, il livrait une bataille intérieure.
La réunion avec Richard aurait lieu dans quelques heures, mais avant cela, quelque chose d'inattendu se produisit. Le physiothérapeute arriva ponctuellement. Comme tous les mardis et jeudis, pendant des semaines, ces séances avaient été brèves et tendues. Alexandre annulait à mi-parcours ou refusait simplement d'essayer de nouveaux exercices. Mais ce jour-là fut différent. Quand le thérapeute demanda s'il travaillerait comme d'habitude, Alexandre répondit qu'il voulait essayer quelque chose de plus exigeant. Lucie leva les yeux, surprise. Le thérapeute hésita un instant, puis expliqua qu'il pouvait essayer des exercices pour renforcer le tronc et améliorer l'équilibre. Il ne promettait pas de miracle, mais de petites avancées si la constance était là. Alexandre hocha la tête sans sarcasme. La séance commença par des mouvements de base. Lucie se plaça sur le côté, prête à aider si nécessaire. L'effort se lisait sur le visage d'Alexandre. Chaque répétition lui coûtait. La sueur apparut sur son front, mais il ne demanda pas à s'arrêter. À un moment donné, le thérapeute suggéra d'essayer de se tenir quelques secondes, appuyé sur des barres parallèles spéciales, installées des semaines auparavant et presque jamais utilisées. Alexandre regarda les barres comme s'il s'agissait d'un défi personnel. Lucie sentit un nœud dans l'estomac. Elle savait que cette tentative pouvait se solder par une frustration. Avec l'aide du thérapeute et la sienne, Alexandre se plaça en position. Ses mains serraient les barres avec force. Le thérapeute compta jusqu'à 3, et avec un soutien, Alexandre souleva légèrement le poids de son corps. Il n'était pas complètement debout, mais pas totalement assis non plus. Ce ne fut qu'une seconde, puis une autre. Ses bras tremblaient. Lucie voyait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis son arrivée dans cette maison. Une détermination sans colère. Quand il se rassit, il respirait haletant. Il ne sourit pas, mais ne maudit pas non plus la tentative. Il demanda à répéter. Ils essayèrent plusieurs fois. Il ne réussit pas à tenir longtemps, mais chaque tentative fut une petite avancée. À la fin de la séance, le thérapeute dit que s'il continuait ainsi, il pourrait travailler avec un programme plus intensif. Alexandre hocha la tête, épuisé, mais concentré. Cette décision n'était pas fortuite. Lucie le savait. La révision de l'entreprise, les doutes sur l'accident, la trahison possible de quelqu'un de proche, tout cela le remuait de l'intérieur. C'était comme si reprendre le contrôle de sa vie ne concernait pas seulement l'argent ou les documents, mais aussi son propre corps. Après la thérapie, Alexandre demanda quelques minutes seul avec Lucie. Il lui dit que pendant 2 ans, il s'était convaincu qu'essayer de remarcher était une perte de temps, qu'il préférait se concentrer sur l'entreprise parce qu'au moins là, il sentait qu'il pouvait gagner quelque chose. Mais maintenant, il comprenait que s'il allait affronter ce qu'il découvrait, il devait être fort à tous égards. Lucie l'écouta attentivement. Elle ne lui dit pas que tout serait facile. Elle lui répondit seulement que les petites avancées comptent aussi. Plus tard, Richard arriva pour la réunion. La tension était évidente dès qu'il franchit la porte. Alexandre le reçut dans le bureau avec le rapport d'audit sur le bureau. Lucie resta à proximité, organisant des papiers, mais sans intervenir. La conversation commença formellement, mais devint vite directe. Alexandre montra les irrégularités, les signatures numériques, les sociétés fantômes. Richard tenta d'expliquer chaque point, mais ses réponses n'étaient plus aussi sûres qu'avant. Quand Alexandre évoqua la possibilité d'une plainte formelle, si aucune explication claire n'était donnée, Richard perdit son calme pour la première fois. Il dit qu'il avait tout fait en pensant à protéger l'entreprise pendant qu'il était incapable. Ce mot alluma quelque chose chez Alexandre. Incapable. Le silence qui suivit fut lourd. Alexandre lui dit qu'être en fauteuil roulant ne signifiait pas être hors jeu, qu'il ne lui avait jamais donné la permission d'utiliser sa signature sans autorisation directe. Richard évita son regard. La réunion se termina sans solution claire, mais avec un avertissement ferme. Alexandre exigea un accès total à tous les comptes et annonça que l'audit se poursuivrait jusqu'au bout. Quand Richard partit, la maison fut plongée dans un silence gênant. Marianne était dévastée. Elle ne voulait pas croire que son mari puisse avoir franchi cette ligne. Lucie, de son côté, comprenait que le conflit ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, contre toute attente, Alexandre demanda à répéter certains exercices du matin, même sans le thérapeute. Lucie l'aida à se positionner devant les barres. Cette fois, il réussit à tenir une seconde de plus qu'avant. C'était minime, presque imperceptible pour quelqu'un qui regardait de loin, mais pour lui, cela signifiait quelque chose d'énorme. Quand il se rassit, sa respiration était tremblante. Lucie s'agenouilla devant lui pour s'assurer qu'il allait bien. Leurs regards se rencontrèrent à la même hauteur. Il n'y eut pas de grands mots, juste une certitude partagée. Il commençait à se battre vraiment, non seulement contre la trahison qui l'entourait, mais aussi contre l'idée que sa vie avait pris fin cette nuit-là sous la pluie.
Et tandis que le soleil commençait à décliner derrière les fenêtres de la maison, Alexandre ne semblait plus l'homme qui attendait que tout se résolve seul. Maintenant, il était décidé à récupérer ce qu'il sentait qu'on lui avait enlevé, pas à pas. Même si chaque pas dépendait encore de Bar et de la force qui commençait à peine à revenir. Le changement chez Alexandre ne se manifestait pas seulement dans l'entreprise ou en thérapie, il commença aussi à se voir dans de petits détails qui n'existèrent pas auparavant. Un après-midi, alors que Lucie organisait sa sortie pour rentrer chez elle, elle reçut un appel de la voisine qui gardait Thomas et Zoé. Elle lui dit qu'elle avait une urgence familiale et qu'elle ne pourrait pas garder les enfants ce soir-là. Lucie sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Elle n'avait personne d'autre à appeler. Elle hésita quelques secondes avant de frapper à la porte du bureau. Alexandre leva les yeux quand elle entra. Il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Lucie expliqua rapidement la situation, presque avec honte. Elle dit que si c'était nécessaire, elle partirait immédiatement, mais que être le lendemain, elle devrait trouver une solution plus permanente. Alexandre l'écouta en silence. Puis il fit quelque chose qui la laissa sans voix. Il lui dit qu'elle pouvait amener les enfants à la maison cet après-midi même. Lucie ouvrit les yeux, surprise. Elle tenta de dire qu'elle ne voulait pas déranger, que ce n'était pas professionnel de mélanger les choses, mais Alexandre insista. Il dit que la maison était suffisamment grande et que cela ne le dérangeait pas. En réalité, il observait depuis longtemps qu'elle partait toujours en courant sans regarder en arrière, comme si sa vie était une course constante. Ce soir-là, Thomas et Zoé franchirent le portail de la maison avec un mélange de peur et de curiosité. Thomas, 9 ans, essayait de paraître courageux. Zoé, 6 ans, s'accrochait à la main de sa maman. Alexandre les reçut dans le salon. Il était dans son fauteuil roulant, avec une posture plus droite que d'habitude. Lucie était tendue, prête à tout commentaire gênant, mais il ne vint pas. Alexandre demanda leur nom et leur montra l'énorme jardin derrière la maison. Il leur dit qu'ils pouvaient y jouer, à condition de ne pas courir près de la piscine sans un adulte. Thomas regarda l'espace comme s'il s'agissait d'un parc privé. Zoé se détacha enfin et courut vers l'herbe. Le rire des enfants remplit la maison d'une façon qu'on n'avait pas entendue depuis longtemps. Alexandre les observait depuis la terrasse. Au début, il semblait mal à l'aise, comme s'il ne savait où mettre les mains. Mais quand Thomas s'approcha avec un ballon et lui demanda s'il savait jouer au football, quelque chose changea dans son expression. Alexandre laissa échapper un bref rire et dit qu'avant, il jouait assez mal. Thomas insista pour qu'il puisse être gardien de but assis. Lucie retint son souffle, craignant qu'Alexandre ne se sente offensé, mais il accepta. Ils se placèrent devant un petit but improvisé avec des pots de fleurs. Thomas frappait doucement, et Alexandre tentait d'arrêter le ballon avec ses mains. Ce n'était pas un jeu parfait, mais c'était réel. Zoé se joignit ensuite, célébrant chaque but comme si c'était une finale. Lucie observait de loin avec un mélange de soulagement et quelque chose de plus profond qu'elle ne savait nommer. Cette scène ne semblait pas faire partie du plan initial de quiconque. Plus tard, quand les enfants dînaient dans la cuisine, Alexandre interrogea Lucie sur son mari. Elle hésita une seconde, mais décida de répondre. Elle raconta que Raoul était mécanicien, qu'il rêvait toujours d'ouvrir son propre atelier. L'accident qui l'a tué fut rapide, un choc sur une route secondaire. Alexandre écoutait attentivement. Il ne posa pas de questions imprudentes. Il dit juste qu'il comprenait ce que c'était que la vie change en une seconde. Cette phrase resta en suspens entre eux deux, chargée d'expériences différentes, mais tout aussi douloureuses. Quand vint l'heure de dormir, Lucie pensa à rentrer chez elle. Mais Alexandre proposa qu'il reste dans une des chambres d'amis. Il dit qu'il était tard et qu'il ne voulait pas qu'il voyage de nuit. Lucie accepta, reconnaissante. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Lucie sortit dans le couloir et trouva Alexandre regardant le jardin obscur. Elle s'approcha et le remercia de leur avoir permis de rester. Il répondit que la maison se sentait différente avec de nouvelles voix, plus vivantes. Il admit qu'il avait oublié comment sonnait le rire d'un enfant. Lucie le regarda en silence. Ce n'était pas une confession dramatique, mais honnête. Le lendemain, Thomas descendit tôt et trouva Alexandre dans le bureau. Sans peur, il commença à lui poser des questions sur l'entreprise, sur la façon dont on construisait de grands bâtiments. Alexandre répondit avec patience, lui expliqua des choses simples, en dessinant sur une feuille. Lucie, depuis la porte, observait cette scène qu'elle n'aurait jamais imaginée des semaines auparavant. Alexandre n'était pas seulement plus ouvert avec elle, il l'était aussi avec le monde qu'elle apportait avec elle. Cette cohabitation commença à se répéter certains jours, pas toujours, mais suffisamment pour qu'elle devienne naturelle. Les enfants cessèrent de le voir comme le monsieur sérieux en fauteuil roulant
et commencèrent à le voir comme quelqu'un qui pouvait raconter des histoires, même courtes. Alexandre commença à ajuster ses horaires pour coïncider parfois avec la sortie de l'école, demandant comment ils avaient passé leur journée. Ce n'était pas un changement exagéré. Il avait toujours des moments de tension. Il continuait à gérer l'audit et la confrontation avec Richard. Mais au milieu de tout cela, la présence de Thomas et Zoé ouvrit un espace qui n'existait pas auparavant. Et Lucie le remarquait non seulement parce qu'il souriait un peu plus, mais parce qu'il commençait à parler de l'avenir sans s'en rendre compte. Un jour, il mentionna que s'il parvenait à stabiliser l'entreprise, il voulait investir dans des projets qui aideraient les familles de travailleurs. Thomas écouta et dit qu'il voulait être ingénieur. Alexandre répondit qu'il devrait alors beaucoup étudier. Cette simple conversation éclaircit quelque chose qu'aucun des adultes n'avait dit à voix haute. Alexandre ne parlait plus comme un homme résigné à rester enfermé. Il parlait comme quelqu'un qui commençait à imaginer au-delà de l'accident. Et dans cette nouvelle image, la famille de Lucie n'était plus une visite temporaire, elle faisait partie du tableau. La présence de Thomas et Zoé à la maison devint plus fréquente, et cela ne plut pas du tout à Valérie. Bien qu'elle tentât de le dissimuler lorsqu'elle se croisait dans le salon ou le jardin, son inconfort était évident. Un après-midi, elle arriva sans prévenir, juste au moment où Alexandre était en pleine séance de thérapie intensive. Depuis des semaines, le niveau des exercices avait augmenté. Il ne s'agissait plus seulement de brèves tentatives sur les barres. Il travaillait désormais la force des jambes avec un soutien spécial et des exercices d'équilibre plus exigeants. Ce jour-là, il était concentré, transpirant, serrant les dents pour tenir quelques secondes de plus que d'habitude. Lucie était à ses côtés, attentive à chaque mouvement, prête à le soutenir s'il perdait l'équilibre. Le physiothérapeute comptait à voix haute, 3 secondes, 4, 5. Ce fut sa meilleure tentative jusqu'à ce moment-là. Quand il se rassit, épuisé, mais satisfait, Valérie applaudit doucement depuis la porte. Ce n'était pas un applaudissement sincère, c'était une moquerie déguisée. Elle dit qu'un tel effort était admirable, mais qu'il forçait peu, être trop quelque chose que les médecins avaient déjà considéré comme peu probable. Le commentaire pesa lourd. Alexandre la regarda froidement. Il lui demanda de ne pas interrompre la séance. Valérie sourit en disant qu'elle ne faisait que s'inquiéter de sa santé. Puis elle demanda à lui parler en privé. Lucie sentit un mauvais pressentiment. Quelques minutes plus tard, la voix de Valérie s'entendait plus forte que d'habitude dans le bureau. On ne comprenait pas tous les mots, mais le ton, oui. Elle parlait de risque, de stabilité, de décisions responsables. Quand elle sortit, elle passa devant Lucie sans la regarder, mais murmura que jouer à la famille parfaite ne changeait pas la réalité. Cette phrase resta gravée. Le lendemain, quelque chose se produisit qui alluma toutes les alarmes. Le physiothérapeute appela pour annuler la séance. Il dit qu'il avait reçu des instructions directes de suspendre temporairement le traitement jusqu'à nouvel ordre, sur recommandation médicale. Alexandre resta confus. Il n'avait reçu aucune nouvelle recommandation. Il appela immédiatement le médecin. Le médecin nia avoir donné cet ordre. Alors, qui l'avait fait? La réponse vint d'elle-même lorsque le thérapeute mentionna que l'appel provenait du bureau de l'entreprise, signé par une autorisation administrative. Alexandre sentit son sang bouillir. Il ne cria pas cette fois-ci. Sa voix sortit ferme quand il demanda qu'on lui donne le numéro d'où l'appel avait été passé. C'était le même bureau où travaillait Richard et où Valérie passait une bonne partie de la journée. Lucie était présente lorsqu'il passa l'appel. Richard répondit avec une surprise apparente. Il dit qu'il n'était préoccupé que par le stress qu'Alexandre avait récemment subi, qu'il pensait que ralentir le rythme serait le mieux. Alexandre précisa que personne n'avait le droit de prendre des décisions médicales à sa place. Il raccrocha sans prendre congé. La maison fut à nouveau remplie de tension. Ce même après-midi, Valérie apparut encore, cette fois sans sourire. Alexandre ne lui laissa pas l'occasion d'entamer la conversation. Il lui demanda directement si elle avait donné l'ordre d'annuler la thérapie. Elle répondit que oui, qu'elle l'avait fait en pensant à son bien-être. Elle dit qu'elle le voyait obsédé par l'idée de marcher alors qu'il devait accepter sa réalité. Cette phrase fut le déclencheur. Alexandre lui répondit que sa réalité ne regardait personne d'autre, que décider d'essayer ou non était son droit. Valérie, sans plus de masque, laissa tomber ce qu'elle pensait réellement. Elle dit que s'il se rétablissait trop, de nombreuses décisions changeraient à nouveau, que l'entreprise avait besoin de stabilité, pas d'impulsions émotionnelles. Cette confession fut plus claire que ce qu'elle voulait peu être. Lucie, qui écoutait depuis la porte entr'ouverte, sentit que tout s'assemblait. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était du contrôle. Si Alexandre retrouvait sa force physique et mentale,
Le pouvoir reviendrait entièrement entre ses mains. Valérie tenta d'adoucir ses propos, mais il était déjà trop tard. Alexandre lui demanda de se retirer et précisa que toute intervention dans son traitement sans son autorisation aurait des conséquences légales. Lorsque Valérie partit, la maison fut plongée dans un silence épais. Alexandre respirait bruyamment, non par effort physique cette fois, mais par la trahison ouverte. Lucie entra doucement dans le bureau, ne dit rien au début, elle s'approcha et posa une main sur le dossier de la chaise. Alexandre parla le premier. Il dit qu'il comprenait maintenant qu'ils n'avaient pas seulement manipulé des comptes, ils avaient aussi tenté de le maintenir faible. Ce mot resta en suspens, faible, non seulement physiquement, mais aussi dans ses décisions. Lucie lui rappela que malgré tout, il progressait, que personne ne pouvait lui enlever cela. Cette même nuit, Alexandre prit une décision ferme. Il changea immédiatement l'équipe médicale pour une choisie directement par lui, sans intermédiaire. Il demanda également que l'audit soit élargi pour enquêter sur tout mouvement lié à des décisions personnelles prises en son nom. Marianne était dévastée, prise entre son mari et son frère, mais il n'y avait plus de place pour le doute. Le lendemain, la thérapie reprit avec plus d'intensité. Alexandre travailla avec une détermination qui frôlait l'obsession, mais cette fois, ce n'était pas par orgueil, c'était pour récupérer quelque chose qu'on avait voulu lui arracher. Lucie était à ses côtés à chaque tentative. Lorsqu'il parvint à rester debout pendant 8 secondes complètes avec un soutien, l'émotion fut silencieuse, mais réelle. Il n'y eut pas de cris ni d'applaudissements exagérés, juste un regard entre les deux qui disait que malgré tout ce qu'ils tentaient de faire contre lui, ils avançaient. Et tandis que Valérie observait de loin, comprenant que son plan de freiner cette récupération avait échoué, la bataille cessa d'être discrète. Maintenant, elle était ouverte et personne n'en sortirait indemne. Après qu'Alexandre eut affronté Valérie pour avoir tenté d'annuler sa thérapie, la tension cessa d'être cachée. Désormais, tout était direct. Les regards, les silences, les réunions de l'entreprise. Il ne s'agissait plus seulement de soupçons, mais de mouvements clairs de pouvoir. Et au milieu de tout cela, Lucie commença à remarquer des détails qui étaient auparavant passés inaperçus. Un après-midi, alors qu'elle aidait Alexandre à organiser d'anciens dossiers physiques ramenés du siège social, elle trouva une petite boîte qui n'était pas étiquetée comme les autres. Alexandre lui demanda de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des copies de contrats, des rapports d'assurance et quelques documents personnels liés à l'accident. Parmi eux, une enveloppe qui semblait avoir été ouverte et refermée avec du ruban adhésif transparent. Alexandre fronça les sourcils. Il ne se souvenait pas avoir vu cette enveloppe auparavant. Lucie l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une copie du rapport préliminaire de l'assurance du SUV. Ce n'était pas le rapport final qu'ils avaient déjà examiné, mais un précédent, plus technique. Alexandre commença à le lire en silence. Au fur et à mesure qu'il avançait, son expression changea. Dans ce rapport, il était mentionné que le système de freinage avait présenté une défaillance hydraulique avant l'impact. Il n'affirmait pas que c'en était la cause directe, mais il soulignait qu'il fallait enquêter si l'entretien récent avait été adéquat. Alexandre leva lentement les yeux. Il se rappela que des semaines avant l'accident, Richard lui avait recommandé d'emmener le SUV dans un nouvel atelier. Un qu'il disait avoir des tarifs plus bas parce qu'il appartenait à une connaissance. Il avait accepté sans trop y penser. Il n'avait jamais remis cela en question. Lucie sentit que l'air devenait plus lourd dans la pièce. Elle lui demanda si ce détail figurait dans le rapport final. Alexandre secoua la tête. Dans le document officiel remis à l'assurance, seules les conditions météorologiques et un éventuel excès de vitesse étaient mentionnés. Rien sur des pannes mécaniques. Cela signifiait que quelqu'un avait eu accès au rapport préliminaire et avait décidé que cette partie ne devait pas apparaître dans la clôture du dossier. La question n'était plus seulement financière, elle était beaucoup plus profonde. Alexandre demanda d'appeler immédiatement l'assureur pour confirmer si ce document avait été livré complet à l'époque. La réponse fut claire. Le rapport préliminaire avait été envoyé au représentant légal désigné par la famille pendant qu'il était hospitalisé. Ce représentant était Richard. Le silence qui suivit fut long. Ce n'était pas encore une accusation directe, mais les pièces s'assemblaient de manière inquiétante. Ce même après-midi, Lucie décida de faire quelque chose à quoi elle pensait depuis des jours. Elle savait que Valérie ne lui faisait pas confiance et qu'elle la voyait comme un obstacle. Alors, au lieu de l'éviter, elle décida de l'affronter directement, mais calmement. Elle la trouva le lendemain au bureau de l'entreprise, révisant des papiers avec une secrétaire. Lucie demanda à lui parler seule. Valérie accepta, surprise par l'initiative. Dans le bureau fermé, l'ambiance devint immédiatement tendue.
Lucie n'éleva pas la voix, ni n'accusa. Elle demanda simplement pourquoi elle avait tenté de freiner la thérapie d'Alexandre et pourquoi il existait des décisions administratives prises sans son consentement réel. Valérie la regarda froidement. Elle dit que ce n'était pas son affaire, mais Lucie ne recula pas. Elle lui parla du rapport préliminaire de l'accident, de la défaillance des freins, de la façon dont ce détail avait disparu du rapport final. Pour la première fois, Valérie perdit le contrôle de son expression pendant une seconde. Ce fut minime, mais suffisant. Puis elle tenta de se ressaisir. Elle dit qu'elle cherchait des problèmes là où il n'y en avait pas, qu'un accident est un accident. Mais Lucie n'était pas là pour discuter de théorie. Elle voulait juste voir sa réaction, et elle la vit. En sortant de ce bureau, elle sut qu'elle avait touché un point sensible. Ce soir-là, Alexandre l'écouta attentivement quand elle lui raconta la conversation. Il n'était pas surpris. Il semblait plutôt confirmer quelque chose qu'il intuait déjà. Il dit que si l'entretien du véhicule avait été manipulé et le rapport altéré, cela changeait tout, non seulement pour l'argent ou le pouvoir, mais pour l'intention derrière. Marianne fut convoquée à la réunion. Au début, elle refusa de croire que Richard aurait pu cacher des informations liées à l'accident de son propre beau-frère. Mais quand Alexandre montra le rapport préliminaire et expliqua la différence avec le document final, son visage se décomposa. Elle se souvint que c'était Richard qui avait insisté pour gérer toutes les formalités pendant qu'Alexandre était en chirurgie. Elle dit qu'à ce moment-là, elle lui avait fait aveuglément confiance. Maintenant, cette confiance semblait fragile. La nuit se termina par une décision claire. Alexandre engagerait un expert indépendant pour réexaminer tout le dossier de l'accident depuis le début. Il étendrait également l'audit financier pour inclure toute relation entre les entreprises bénéficiaires et l'atelier qui avait effectué l'entretien du véhicule. Lucie observait tout de son côté, consciente que ce qui avait commencé comme un emploi pour payer des factures était devenu le centre d'une vérité enfouie depuis 2 ans. Avant de prendre congé ce soir-là, Alexandre l'appela par son nom avec une fermeté différente. Il lui dit que si ce qu'il soupçonnait se confirmait, sa vie n'avait pas seulement changé à cause d'une erreur ou de la pluie cette nuit-là, elle avait changé parce que quelqu'un avait décidé qu'il en soit ainsi. Cette idée était dure, mais elle allumait aussi une nouvelle force en lui. Il ne cherchait plus seulement à récupérer de l'argent ou à remarcher. Il cherchait la vérité complète, et tandis que le silence emplissait à nouveau la maison, la sensation était claire. La révélation qu'ils étaient en train de déterrer n'allait pas seulement ébranler l'entreprise, elle allait briser la famille en morceaux. L'enquête sur l'accident et les finances suivait son cours, mais ce matin-là, quelque chose de différent était sur le point de se produire. Cela n'avait rien à voir avec des documents ou des réunions tendues. Cela concernait le corps d'Alexandre et une promesse qu'il s'était faite en silence. La nouvelle équipe médicale avait ajusté la thérapie. Maintenant, il ne travaillait pas seulement la force, mais aussi la coordination et de petites impulsions dans les jambes qui auparavant semblaient impossibles. Lucie était à ses côtés comme toujours, mais ce jour-là, elle remarquait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas seulement de la détermination, c'était un mélange de peur et d'espoir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le thérapeute expliqua qu'il tenterait quelque chose de plus exigeant. Il ne promettait pas qu'il marcherait, mais qu'il essaierait de se tenir avec moins de soutien. Ils placèrent les barres parallèles et ajustèrent les supports aux genoux. Alexandre inspira profondément. Thomas et Zoé étaient dans le jardin avec Marianne, mais ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur. Lucie se positionna sur le côté, prête à le soutenir s'il tombait. Le compte commença. 1, 2. Alexandre poussa avec ses bras, mais cette fois l'impulsion ne vint pas seulement des bras. Ses jambes répondirent à peine, comme si elles se réveillaient d'un long sommeil. Il se leva, pas complètement ferme, mais plus droit que jamais. Le thérapeute ajusta le support sans le lâcher. Alexandre tremblait. L'effort se lisait sur chaque muscle. Lucie sentit son cœur battre dans sa poitrine. 3 secondes. 4. 5. Cette fois, il ne s'effondra pas immédiatement. Il tint. Ses pieds touchaient le sol avec une pression réelle. 8 secondes. 10. Le thérapeute lui dit d'essayer de faire un petit pas avec de l'aide. Alexandre hésita, ferma les yeux un instant, puis bougea le pied droit à peine quelques centimètres en avant. Ce fut minime, mais ce fut un mouvement clair. Le thérapeute soutint son poids, tandis que la gauche tentait de le suivre. Ce ne fut pas un pas net ou élégant, mais ce fut un pas. Quand il se rassit, le silence emplit la pièce. Lucie avait les yeux brillants, mais ne pleura pas. Alexandre respirait comme s'il avait couru un marathon. Il ne sourit pas immédiatement. Il regarda ses jambes comme si elles n'étaient pas les siennes. Puis il leva les yeux vers Lucie. Il ne dit rien,
Mais dans son expression, il y avait quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant. Un véritable espoir. Pas une illusion, pas une phrase d'encouragement. Quelque chose de concret. Le thérapeute expliqua que cette avancée était le résultat de semaines de travail constant, que cela ne signifiait pas une récupération totale immédiate, mais que le corps répondait plus que prévu. Alexandre hocha la tête, incapable de beaucoup parler. Quand la séance se termina, il demanda quelques minutes seul avec Lucie. Elle s'approcha sans mot dire. Il rompit le silence. Il dit d'abord que pendant 2 ans, il s'était convaincu qu'il ne sentirait plus jamais le sol sous ses pieds, que chaque tentative ratée l'enfonçait davantage. Mais ce petit pas changeait quelque chose à l'intérieur, pas seulement physiquement. C'était comme si toute sa vie avait été figée au moment du choc. Et maintenant, pour la première fois, quelque chose avançait. Lucie lui répondit que ce pas était le sien, que personne ne le lui avait donné. Il secoua la tête. Il dit que si elle n'avait pas insisté pour continuer la thérapie alors que tout le monde voulait l'arrêter, il ne serait être pas là. Cet après-midi-là, quand Thomas entra en courant dans le bureau pour demander s'il pouvait jouer un moment, Alexandre l'appela, lui demanda de s'approcher. Avec une aide minimale, il réussit à se lever devant son fils non biologique, mais de plus en plus proche. Thomas ouvrit les yeux, surpris. Zoé resta immobile à regarder. Alexandre fit un autre petit pas, soutenu, mais visible. Les enfants ne comprenaient pas entièrement l'ampleur du moment, mais ils savaient que c'était important. Thomas sourit comme s'il avait vu un tour incroyable. Zoé applaudit sans réfléchir. Lucie porta une main à sa poitrine. Cette scène n'était pas prévue. Ce n'était ni une cérémonie ni une annonce publique. C'était quelque chose de simple et d'énorme à la fois. Plus tard, Marianne arriva et vit son frère debout pendant quelques secondes. Elle porta les mains à son visage. Elle était passée de l'incrédulité à la fierté en quelques secondes, mais tout n'était pas célébration. Tandis que dans la maison se vivait cette avancée, dans l'entreprise les tensions continuaient de croître. Richard apprit la nouvelle du progrès physique d'Alexandre avec un geste qu'il tenta de dissimuler. Valérie, en revanche, ne cacha pas son inconfort. Elle savait que chaque pas qu'Alexandre faisait ne le rapprochait pas seulement de la marche, il le rapprochait de la récupération totale du contrôle. Cette nuit-là, quand la maison retrouva son calme, Alexandre demanda à être conduit au jardin. Il voulait sentir l'air. Lucie l'accompagna. Ils s'arrêtèrent devant le grand arbre où, des semaines auparavant, il avait confessé ses doutes sur l'accident. Cette fois, l'ambiance était différente. Alexandre regarda le sol et dit que ce petit pas n'était que le début, qu'il restait beaucoup à affronter. L'audit, l'expertise de l'accident, la possible trahison. Mais il ne se sentait plus immobile face à cela. Lucie le regarda en silence. Il tourna légèrement sa chaise vers elle et dit quelque chose qui changea l'air entre eux deux. Il dit qu'il ne voulait pas seulement récupérer son entreprise ou sa capacité à marcher, il voulait retrouver la possibilité d'une vie différente. Et quand il dit cela, il ne détourna pas le regard de ses yeux. Ce ne fut pas une déclaration ouverte, il n'y eut ni promesse ni grand mot. Mais il fut clair que ce pas n'était pas seulement physique, c'était le début de quelque chose qui allait au-delà de tout rapport ou confrontation. Et tandis que la nuit tombait sur le jardin, la sensation était évidente. Quelque chose s'était éveillé chez Alexandre que personne ne pourrait arrêter si facilement. L'avancée d'Alexandre, se tenant debout, changea l'ambiance de la maison, mais accéléra aussi tout ce qui était en suspens dans l'entreprise. Il n'y avait plus de place pour les retards. L'expert indépendant engagé pour examiner l'accident remit son premier rapport officiel la même semaine. Alexandre demanda que la réunion ait lieu dans le grand salon de la maison, pas au bureau. Il voulait que Marianne, Richard et Valérie soient présents. Il demanda également à ce que Lucie soit là, bien qu'elle ne participe pas directement. Quand tout le monde fut assis, l'expert commença à parler clairement. Il expliqua qu'ils avaient examiné les registres de l'atelier où l'entretien avait été effectué quelques semaines avant le choc. Cet atelier était lié à une entreprise nouvellement créée, dont les associés semblaient connectés indirectement à un cabinet financier lié à des mouvements détectés lors de l'audit. Alexandre ne quitta pas des yeux le rapport. L'expert continua. Il confirma que le système de freinage avait présenté une manipulation d'une valve hydraulique qui aurait pu provoquer une réponse tardive dans des conditions de pluie. Ce n'était pas une défaillance naturelle due à l'usure, c'était une altération technique. Le silence devint lourd. Marianne porta une main à sa bouche. Richard tenta d'intervenir en disant que cela ne prouvait pas l'intention, que des erreurs mécaniques peuvent se produire, mais l'expert fut clair. La manipulation n'était pas accidentelle, elle avait nécessité une intervention directe. Alexandre sentit que le monde se compressait dans cette pièce.
Pendant 2 ans, il avait cru que tout était une combinaison de malchance et de décisions imprudentes. Maintenant, la possibilité était autre. Le rapport indiquait également que le paiement à l'atelier avait été effectué depuis un compte d'entreprise autorisé par Richard sous la rubrique « Entretien d'entreprise ». Ce détail bouclait la boucle avec l'audit financier. Ce n'était pas seulement un détournement de fonds, c'était un réseau de décisions qui bénéficiait à des entreprises fantômes tout en affaiblissant la position d'Alexandre. Valérie rompit le silence la première. Elle dit que c'était une accusation grave, sans preuve que Richard savait ce que l'atelier faisait. Alexandre la regarda sans ciller. Il lui demanda qui avait recommandé cet atelier. Valérie répondit que c'était Richard. La tension devint visible. Marianne se tourna lentement vers son mari. Richard commença à transpirer. Il tenta de se défendre en disant qu'il cherchait seulement à réduire les coûts et qu'il ne savait rien des manipulations, mais le rapport montrait que l'atelier avait reçu des paiements supplémentaires après l'accident, même après que le SUV ait été détruit. Cela n'avait aucune explication logique. Alexandre parla avec un calme qui effrayait plus que n'importe quel cri. Il dit que pendant 2 ans, il avait vécu en croyant que c'était son erreur, qu'il avait porté la culpabilité, la rage et la frustration, pensant qu'il s'était lui-même ruiné la vie. Il regarda Richard droit dans les yeux et lui demanda s'il pouvait soutenir que tout était le fruit du hasard. Richard évita son regard. Marianne commença à pleurer en silence. Valérie se leva en disant qu'ils avaient besoin d'un avocat avant de continuer. Alexandre répondit qu'il en avait déjà un. Cette réunion n'était pas un débat, c'était pour entendre les faits. L'avocat expliqua qu'avec les informations financières et le rapport technique, il y avait suffisamment de bases pour intenter une action en justice pour fraude et dommages. Il évoqua également la possibilité de responsabilité pénale si l'intention de provoquer l'accident était prouvée. Le mot intention tomba comme un coup sec. Richard éleva la voix pour la première fois. Il dit qu'il n'avait jamais voulu qu'Alexandre soit paralysé, qu'il voulait seulement avoir un plus grand contrôle sur l'entreprise parce qu'il pensait qu'il ne pourrait plus la gérer. Cette confession suffit à lever tout doute. Il n'admit pas avoir planifié directement l'accident, mais reconnut qu'il était au courant de la manipulation de l'entretien et n'avait rien fait pour l'éviter. Marianne le regarda comme si elle ne le reconnaissait plus. Valérie tenta d'intervenir, mais sa défense sonnait creuse. Alexandre ne cria pas, ne se leva pas brusquement. Il resta assis, mais sa posture était ferme. Il dit que la trahison n'était pas seulement commerciale, elle était personnelle, familiale. L'avocat prit note de chaque mot. La réunion se termina par une décision claire. Richard serait immédiatement démis de toutes ses fonctions et ferait face à la procédure légale correspondante. Valérie, bien qu'il n'y ait pas de preuve directe de sa participation à l'accident, serait soumise à une enquête pour son rôle dans les finances et les décisions médicales prises sans autorisation. Quand ils partirent, la maison fut plongée dans un silence pesant. Marianne resta assise, ne sachant comment digérer ce qu'elle venait d'entendre. Alexandre la regarda avec douleur, mais sans rancune envers elle. Il savait qu'elle était aussi victime de la situation. Lucie resta en arrière-plan tout le temps, mais comprenait qu'elle assistait au moment où la vérité éclatait pleinement. Plus tard, seul dans le bureau, Alexandre parla d'une voix basse, mais claire. Il dit que le plus difficile n'était pas la trahison financière, ni la manipulation mécanique. Le plus difficile était d'accepter que quelqu'un de proche ait préféré le voir faible pour prendre le contrôle. Lucie s'approcha doucement. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose. Il continua. Il dit que ce petit pas qu'il avait fait quelques jours auparavant n'était plus seulement le symbole d'une récupération physique. C'était le signe qu'il n'était pas fini, que même s'ils avaient tenté de l'arrêter, il était toujours là. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Alexandre ne resta pas à réviser des documents jusqu'à tard. Il resta en silence à regarder le jardin, mais non pas avec rage, avec clarté. La vérité était apparue. Elle faisait mal, mais elle libérait aussi. Et maintenant qu'il savait que sa vie n'avait pas changé uniquement à cause de sa propre erreur, quelque chose en lui cessa de porter ce poids invisible qu'il traînait depuis 2 ans. Après la réunion où tout fut révélé, plus rien ne fut pareil. La nouvelle ne tarda pas à circuler au sein de l'entreprise. Certains employés étaient sous le choc. D'autres disaient qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. Richard cessa de se présenter au bureau le lendemain. Ses avocats commencèrent à envoyer des communiqués pour tenter de freiner le processus, mais Alexandre n'était plus disposé à reculer. Cette fois, il ne délégua rien. Bien qu'il utilisât encore le fauteuil roulant la majeure partie de la journée, il commença à se rendre plus fréquemment à l'entreprise. Il ne voulait pas que quelqu'un parle à sa place.
La première fois qu'il revint officiellement en tant que directeur actif, l'ambiance dans le bâtiment était tendue mais respectueuse. Les employés se levèrent quand il entra dans la salle de réunion. Ce ne fut pas un geste exagéré, ce fut spontané. Alexandre les regarda un par un et parla sans note. Il dit que les mois avaient été difficiles, qu'il y avait eu des erreurs et des trahisons, mais que l'entreprise continuerait d'aller de l'avant. Il ne donna pas de détails sur la procédure judiciaire, mais précisa qu'il y aurait une transparence totale. Sa voix ne ressemblait plus à celle d'un homme fatigué. Elle était ferme, sûre d'elle. Lucie l'accompagna ce jour-là, non pas en tant que figure publique, mais en tant que soutien silencieux. Elle observait comment il reprenait du terrain à chaque conversation, à chaque décision. Il rencontra la nouvelle équipe financière, demanda à revoir les contrats actifs et annula immédiatement tout lien avec les entreprises liées aux comptes irréguliers. Il ordonna également des audits internes périodiques pour éviter que quelque chose de similaire ne se reproduise. Pendant ce temps, la procédure légale avançait. L'expertise technique fut formellement présentée aux autorités. L'enquête mettait en évidence une chaîne de décisions où Richard avait autorisé des paiements et des entretiens sans supervision adéquate. Bien qu'il ait tenté d'arguer qu'il n'avait jamais voulu provoquer l'accident, les preuves de manipulation étaient claires. Valérie fut également citée à comparaître pour sa participation à des mouvements financiers et pour avoir interféré dans des décisions médicales. La pression médiatique commença à croître. Certains médias parlaient de l'entrepreneur victime de sa propre famille. Alexandre décida de ne pas accorder d'interview pour l'instant. Il voulait que le processus suive son cours sans spectacle. Au milieu de tout ce mouvement, la rééducation ne s'arrêta pas, au contraire. Elle devint un élément central de sa routine. Chaque avancée physique semblait accompagner les avancées légales. Il n'avait plus besoin d'autant de soutien pour se lever. Il pouvait se tenir quelques secondes de plus sans aide directe. Le thérapeute commença même à travailler avec un déambulateur spécial à l'intérieur de la maison. La première fois qu'il traversa le bureau avec un soutien minimal, Lucie sentit que le temps s'arrêtait. Ce ne fut pas un long parcours, à peine quelques pas lents et prudents, mais ils étaient fermes. Alexandre respirait, concentré, sans parler. Quand il arriva à l'autre bout de la pièce, il se tourna doucement et regarda Lucie avec un petit sourire, mais réel. Ce sourire n'avait rien à voir avec l'argent ou les jugements. C'était quelque chose de plus profond. Marianne, de son côté, vivait un processus douloureux. Elle se sépara temporairement de Richard le temps de comprendre tout ce qui s'était passé. Elle passait plus de temps chez Alexandre, aidant avec des tâches administratives mineures et l'accompagnant en silence. La relation entre frères et sœurs, tendue pendant des années, commença à se reconstruire peu à peu. Alexandre ne la regardait plus avec reproche à cause de cet appel la nuit de l'accident. Il comprenait que la responsabilité était ailleurs. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les derniers documents à présenter formellement pour la plainte civile, Alexandre prit une décision importante. Il restructura le conseil d'administration de l'entreprise et nomma de nouveaux administrateurs indépendants. Il voulait que l'entreprise cesse de dépendre uniquement de la famille. Il créa également un fonds interne pour soutenir les employés confrontés à des urgences médicales, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Lucie remarqua que ces décisions n'étaient pas seulement stratégiques, elles étaient personnelles, elles faisaient partie d'une transformation plus vaste. Une nuit, après une longue journée, Alexandre demanda à sortir dans le jardin. Il n'avait plus besoin d'être poussé tout le temps. Avec le déambulateur et un léger soutien, il réussit à parcourir une partie du chemin jusqu'à l'arbre où, des mois auparavant, il avait confessé ses doutes. Il s'arrêta là et respira profondément. Lucie était à ses côtés. Il parla calmement. Il dit que pendant 2 ans, il avait vécu en pensant qu'il avait été vaincu, qu'il avait perdu sa mobilité, sa confiance et son contrôle. Mais maintenant, il comprenait qu'on ne l'avait pas détruit, on l'avait seulement obligé à se reconstruire à partir de zéro. Il regarda ses mains posées sur le déambulateur puis leva les yeux vers elle. Il dit que sans son arrivée, il serait être resté enfermé dans le bureau, croyant que tout était de sa faute. Lucie tenta de minimiser l'importance, mais il secoua la tête. Il savait ce qu'il disait. Cette nuit-là, ils ne parlèrent ni de la procédure judiciaire, ni de l'entreprise. Ils parlèrent d'avenir, non pas avec des promesses exagérées, mais avec des idées concrètes. Alexandre mentionna qu'il voulait simplifier sa vie, consacrer plus de temps à ce qui comptait vraiment. Lucie écoutait le cœur battant, sachant que ce qu'il construisait n'était plus seulement une relation de travail. Dehors, les lumières de la ville brillaient comme toujours, mais à l'intérieur de cette maison, quelque chose avait complètement changé. Alexandre n'était plus l'homme amer qui rejetait l'aide et criait pour le moindre détail.
Il n'était pas non plus seulement la victime d'une trahison. C'était quelqu'un qui reprenait sa place pas à pas, décision après décision. Et tandis que la procédure judiciaire suivait son cours, la sensation était claire. Le contrôle était revenu entre ses mains, non par vengeance, mais par fermeté. La procédure judiciaire contre Richard avançait fermement, et l'entreprise fonctionnait déjà sous la nouvelle structure qu'Alexandre avait établie. Mais, à l'intérieur de la maison, l'ambiance était différente de celle des mois précédents. Il n'y avait plus de tension constante ni de regards furtifs dans les couloirs. Maintenant, il y avait des rires, des pas lents mais sûrs, et des conversations qui ne tournaient pas uniquement autour des problèmes. Alexandre pouvait déjà marcher de courtes distances avec un soutien léger. Il utilisait le déambulateur à l'intérieur de la maison et une canne uniquement lorsqu'il sortait dans des endroits très fréquentés. Chaque pas restait un effort, mais ce n'était plus une lutte désespérée, c'était un progrès constant. Un après-midi, après une séance de thérapie particulièrement bonne, Alexandre demanda à parler en privé avec Lucie, pas dans le bureau, pas dans le salon. Il l'emmena au jardin, marchant lentement, mais sans aide directe autre que sa canne. Thomas et Zoé étaient à la piscine avec Marianne. Le soleil se couchait et l'air était léger. Alexandre s'arrêta devant l'arbre où tant de conversations importantes avaient eu lieu. Il inspira profondément, ne semblant pas nerveux, mais sérieux. Il lui dit que lorsqu'elle était arrivée à sa porte, il était une version de lui-même, qu'il ne reconnaissait pas, plein de rage, méfiant, fermé. Il confessa qu'au début, il avait pensé qu'elle partirait comme tout le monde, qu'il l'avait même poussée avec des mots pour qu'elle s'en aille. Mais elle était restée. Non par pitié, non par peur, elle était restée ferme. Lucie l'écoutait, le cœur battant. Il continua. Il dit qu'elle ne l'avait pas seulement aidé à retrouver de la force dans les jambes, elle l'avait aidé à retrouver de la clarté dans son esprit et dans son cœur, que grâce à elle, il avait affronté la vérité de l'accident et la trahison sans sombrer à nouveau. Il resta silencieux quelques secondes, comme cherchant les mots exacts. Puis il fut direct. Il lui dit qu'il ne voulait plus que sa présence à la maison soit uniquement celle d'une aide à domicile, qu'il voulait qu'elle fasse partie de sa vie pour de vrai, non pas comme un soutien temporaire, mais comme une compagne. Lucie sentit le monde s'arrêter. Ce n'était pas une scène exagérée. Il n'y avait pas de musique ni de genoux au sol. C'était une proposition simple et claire. Alexandre ne promit pas l'impossible. Il dit seulement qu'il voulait marcher à ses côtés, même s'il apprenait encore à le faire. Lucie respira profondément. Elle pensa à ses enfants, aux mois vécus là, aux doutes qu'elle avait eus au début. Elle pensa à la façon dont il avait changé, à la façon dont il regardait maintenant vers l'avenir. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha et lui prit la main. Elle lui dit qu'elle aussi avait changé depuis son arrivée dans cette maison, qu'au début elle ne pensait qu'à survivre, à payer les factures, mais qu'avec le temps elle avait commencé à sentir qu'il y avait là quelque chose de plus grand, quelque chose de réel. Elle lui dit oui, non pas avec un cri, non pas avec des larmes incontrôlables, mais avec un sourire sincère qui en disait plus que 1000 mots. Les jours suivants furent discrets, mais heureux. Ils ne firent pas d'annonce publique immédiate. Ils parlèrent d'abord à Thomas et Zoé. Alexandre s'assit avec eux dans le salon. Il leur expliqua qu'il voulait fonder une famille avec leur maman. Thomas le regarda sérieusement au début. Il demanda si cela signifiait qu'il déménagerait pour toujours. Alexandre répondit que oui, mais que rien ne changerait ce qu'ils étaient déjà. Zoé sourit simplement et dit qu'il serait alors son papa. Cette phrase le laissa sans voix un instant. Marianne fut la suivante à le savoir. Elle les étreignit tous les deux sans hésiter. Elle dit qu'après tout ce qu'ils avaient vécu, ils méritaient quelque chose de bien. Le mariage ne fut pas un événement luxueux ni médiatisé. Alexandre insista pour que ce soit quelque chose d'intime. Il fut célébré dans le jardin de la maison, sous le même arbre qui avait été témoin de tant de conversations difficiles. Des employés proches, quelques associés de confiance et quelques véritables amis y assistèrent. Il n'y eut pas d'ostentation, il y eut de la vérité. Alexandre se dirigea vers le lieu de la cérémonie d'un pas lent mais ferme, appuyé sur sa canne. Il n'eut pas besoin de fauteuil roulant ce jour-là. Quand il arriva devant Lucie, il la regarda comme si tout le chemin parcouru en valait la peine, rien que pour ce moment. Les vœux furent simples. Ils ne parlèrent ni de tragédie, ni de trahison. Ils parlèrent de décision, de rester, d'avancer ensemble, même si le chemin n'était pas toujours droit. Thomas et Zoé étaient devant, tenant de petites fleurs. Quand le juge les déclara mari et femme, il n'y eut pas de feu d'artifice. Il y eut des applaudissements sincères et des sourires qui n'avaient pas besoin d'exagération. Cette nuit-là, la maison ne se sentit ni grande ni vide. Elle se sentit pleine. Quelques mois plus tard, la famille se consolida encore plus lorsque Lucie tomba enceinte.
La nouvelle arriva sans planification stricte, mais fut accueillie avec une joie tranquille. Alexandre, qui avait un jour pensé que sa vie s'était arrêtée pour toujours, accompagnait maintenant son épouse aux consultations médicales, marchant à ses côtés d'un pas de plus en plus sûr. La naissance du bébé fut un autre moment qui marqua un avant et un après. Un enfant sain qui arriva dans une famille qui s'était construite à partir de la difficulté. Quand Alexandre tint son nouveau-né, il ne pensa pas au fauteuil roulant, ni à la trahison, ni à l'accident. Il pensa au présent. À l'avenir, l'entreprise restait stable. La procédure judiciaire suivait son cours, mais elle n'était plus le centre de tout. Maintenant, il y avait des dîners de famille, des devoirs scolaires, des plans simples pour le week-end. Alexandre continuait sa rééducation, non par obligation, mais par conviction. Et chaque pas qu'il faisait dans la maison n'était plus un symbole de lutte, mais de continuité. La vie ne redevint pas celle d'avant l'accident. Elle était différente, plus consciente, plus choisie. Et tandis que le jardin se remplissait des voix de 3 enfants jouant, Alexandre comprit que le coup qui avait failli le détruire l'avait aussi mené, sans qu'il le sache, vers la famille qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir encore avoir. Il semblait que tout avait enfin trouvé sa place. L'entreprise était stable. La procédure judiciaire contre Richard avançait. Et à la maison, la vie avait un rythme tranquille. Alexandre marchait de mieux en mieux. Il n'utilisait plus la canne à l'intérieur de la maison et ne la prenait que lorsqu'il sortait dans des endroits très fréquentés. Le bébé avait 6 mois et remplissait chaque recoin de rires et de pleurs. Thomas et Zoé le protégeaient comme un trésor. Lucie semblait plus sereine que jamais. Si quelqu'un avait vu la scène de l'extérieur, il aurait pensé que la tempête était complètement passée, mais la vérité avait encore une dernière pièce cachée. Tout commença par un appel inattendu de l'avocat chargé de l'affaire pénale. Il dit qu'un nouveau témoin était apparu, lié à l'atelier qui avait manipulé le SUV. Ce n'était pas un employé quelconque. C'était l'ancien associé du mécanicien principal, quelqu'un qui avait décidé de parler après que l'enquête ait commencé à exercer une pression plus forte. Alexandre demanda que la réunion soit en personne. Lucie remarqua la tension sur son visage lorsqu'il raccrocha. Ce n'était pas de la peur, c'était le sentiment que quelque chose de plus allait être révélé. Le lendemain, au bureau de l'avocat, l'homme raconta ce qu'il savait. Il confirma que la commande de modifier la valve de frein n'était pas une décision isolée de l'atelier. Il dit qu'il avait reçu des instructions claires de quelqu'un qui avait demandé que le véhicule ait une réponse instable dans certaines conditions, sans laisser de défaut évident lors de vérifications rapides. Alexandre serra les mains sur ses jambes. L'avocat demanda si cette personne avait été Richard. Le témoin secoua la tête. Il dit que Richard n'avait géré que le paiement et la recommandation de l'atelier, mais que la personne qui avait donné l'ordre technique spécifique était une autre personne, une femme. Alexandre sentit l'air devenir plus dense. Le nom mit quelques secondes à sortir de la bouche du témoin, mais quand il le dit, le monde sembla s'arrêter. Valérie. Le témoin expliqua que c'était elle qui avait demandé que le travail soit fait discrètement, qu'elle avait mentionné que le propriétaire du SUV ne prenait plus de décisions claires et qu'il devait assurer une transition de contrôle dans l'entreprise. Il ne parla pas directement de provoquer un accident grave, mais précisa qu'elle cherchait une défaillance qui pourrait être attribuée à des conditions externes. Alexandre resta dans un silence absolu. Tout au long du processus, Richard avait été la cible principale. Il avait admis avoir géré des paiements et caché des informations, mais il n'avait jamais été prouvé qu'il voulait l'accident en tant que tel. Maintenant, l'histoire prenait une autre forme. Valérie ne cherchait pas seulement à freiner la thérapie ou à manipuler les finances, elle avait planifié de l'affaiblir dès le début. Lucie, qui était assise à ses côtés, sentit son cœur se serrer. Elle se rappela chaque regard froid, chaque tentative de la renvoyer, chaque interférence médicale, tout s'emboîtait. L'avocat expliqua qu'avec ce témoignage et les dossiers financiers liés, l'affaire serait élargie. Ce n'était plus seulement de la fraude et de la négligence, c'était une conspiration visant à causer des dommages. Alexandre ne parla pas pendant plusieurs minutes. Quand il le fit enfin, sa voix fut basse mais ferme. Il dit qu'il voulait que le processus aille jusqu'au bout, non par vengeance, mais par vérité complète. La nouvelle parvint à Marianne quelques heures plus tard. La réaction fut dévastatrice. Comprendre que son mari avait participé à la manipulation financière était dur, mais savoir que sa meilleure amie, la femme en qui elle avait confiance, était celle qui avait eu l'idée de la modification technique du véhicule, fut un coup encore plus profond. Valérie fut arrêtée quelques jours plus tard pour faire une déclaration formelle. Les médias s'emparèrent de la nouvelle. L'histoire de l'entrepreneur qui non seulement avait survécu à un accident, mais à une tentative calculée de le mettre hors de course, fit la une.
Alexandre finit par accepter de donner une brève interview. Il ne parla pas avec haine, n'éleva pas la voix. Il dit simplement que la vérité tarde, mais elle arrive, et que sa guérison n'était pas seulement physique, elle était aussi mentale et émotionnelle. Cette nuit-là, de retour à la maison, il marcha dans le jardin, avec Lucie. Il n'avait pas de canne. Ses pas n'étaient pas encore parfaits, mais ils étaient assurés. Il s'arrêta devant l'arbre qui avait été témoin de tout. Il regarda vers la maison d'où provenaient les rires des enfants. Il pensa au moment où il était convaincu que sa vie avait pris fin sous la pluie cette nuit-là. Si Valérie avait réussi son objectif complet, il n'aurait pu être jamais échappé à la culpabilité et à la rage. Il aurait pu être accepté son destin sans le remettre en question. Mais quelque chose qu'elle n'avait pas calculé fut l'arrivée de Lucie, la femme qui avait frappé à sa porte par nécessité, mais était restée par conviction. Alexandre la regarda et dit quelque chose qui bouclait la boucle de tout ce qu'ils avaient vécu. Il dit que si cet accident n'était pas survenu, il n'aurait probablement jamais changé sa façon de vivre. Peut-être serait-il resté l'entrepreneur obsédé par les chiffres, entouré de personnes qui applaudissaient sans poser de questions. Il n'aurait pas connu la vraie force de se relever de zéro. Il n'aurait pas connu la famille qui l'entourait maintenant. Lucie lui prit la main. Il n'avait pas besoin de plus de mots. À l'intérieur de la maison, Thomas courait avec le bébé dans les bras sous la surveillance de Marianne. Zoé riait fort. La vie continuait, mais maintenant sans secret caché dans des documents ni décisions prises dans l'ombre. Alexandre fit quelques pas de plus dans le jardin, sans soutien, sans peur. Chaque pas était ferme, non pas parce qu'il avait oublié ce qui s'était passé, mais parce qu'il l'avait affronté pleinement. La vérité finale ne révéla pas seulement qui avait tenté de le mettre hors de course. Elle révéla aussi que même quand quelqu'un planifie votre chute, il ne peut pas toujours contrôler comment vous décidez de vous relever.